Tac. Salut Julien, comment ça Salut va? Diane, ça va et toi? Ouais, ça va. Bienvenue tout le monde pour cette interview très spéciale avec Julien Ridouard que j'adore. J'adore, on s'était rencontrés à un séminaire, c'était trop fort. Ah ouais. Et aujourd'hui, on va aborder vraiment le thème de qui je suis, comment trouver son style, son authenticité, sortir de l'autodestruction et pouvoir vraiment se réaliser. Je suis Diane Serry, votre guide de voyage intérieur. Je vous guide à travers le programme Cœur de Panthère, des vidéos et tout un enseignement spirituel. Donc, voilà, et je vais vous présenter du coup Julien. Julien, donc toi, pour toi, c'est quoi les 9 sens? Parce que je vois que c'est vraiment quelque chose que tu as mis en place, qui est comme un mouvement même, j'ai l'impression. Mhm. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais et c'est quoi les 9 sens? Alors, les 900, c'est une académie. C'est une académie qui se compose d'une immersion et puis après d'un suivi. Et on aide les gens en fait à créer la vie qui les inspire. En fait, pour résumer, j'aide les moi du passé. J'essaie de leur faire gagner un temps fou sur ce que j'ai fait pour moi. L'idée, c'est que voilà, moi, j'étais ingénieur depuis 10 ans. J'avais une belle maison, j'avais des belles voitures, j'étais très content. Wouh. Et en fait, j'avais tout pour être heureux, mais de l'extérieur. Et juste, je me sentais pas heureux. Et la vie m'a envoyé mes petits niveaux de challenge, vu que je n'avais pas compris les premières fois, mais, ce qu'on discutait juste avant. Euh, elle m'a fait comprendre de manière de plus en plus forte jusqu'au moment où ça devenait trop douloureux et que je me suis dit, bon, peut-être te réveiller, t'es pas heureux dans cette vie-là. Donc, avec mon épouse, on a fait un peu un reset de notre vie, on est reparti à zéro. Voilà, mais en fait, on voyait ce qu'on voulait plus, mais on voyait pas ce qu'on voulait, tu vois. Voilà. Mm. Et c'est ce que je croise donc justement dans beaucoup de nos participants, hein, c'est vraiment ça, c'est là où on les aide. Ce que je te disais tout à l'heure, on a épluché les témoignages ce matin, c'était vraiment, vraiment fabuleux d'entendre ça, de dire vraiment, enfin, je sais pourquoi je me lève le matin, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je m'aime. Waouh, quoi, tu vois. Et vraiment, voilà, nous, l'idée, c'est vraiment d'accompagner les gens dans on trouve ce que tu veux, ce qui te fait vibrer, et une dimension un peu plus business qui en découle derrière. C'est vraiment pour des gens qui ont envie d'entreprendre, en fait, hein, il y a quand même cette âme d'entrepreneur derrière. Et donc, il y a une dimension un peu plus business par la suite pour les accompagner. OK, maintenant que tu as trouvé, t'en fais quoi, quoi. Voilà. Et euh, tu vois, par rapport aux personnes que tu accompagnes, du coup, c'est quel niveau? C'est toute personne qui veut démarrer son entreprise? Il faut déjà avoir son entreprise? Alors, sur les premières immersions qu'on a fait, là, on avait un peu les deux. On avait des personnes qui étaient salariées, qui avaient un projet d'entreprendre, mais qui ne voyaient pas quoi faire, qu'on avait marre du salariat. Je dirais même les trois. On avait des gens qui étaient encore salariés et qui avaient déjà lancé leur projet, mais ils sentaient qu'il y avait un blocage, un truc avec lequel ils n'étaient pas alignés, ils procrastinaient beaucoup, tu vois. Mm. Et le troisième profil qu'on avait, c'était voilà, des gens qui ont déjà lancé leur activité, mais un peu pareil, qui procrastinent beaucoup, voient pas, ils sentent que voilà, il y a un truc où ils sont pas alignés. Et l'idée, voilà, pour les trois, nous, l'objectif, ça a été vraiment de les emmener à cet alignement, hein, ce qu'on appelle cœur, corps, esprit, vraiment, donc être congruent avec qui tu as envie d'être. Et sur les derniers jours, du coup, on a séparé un peu en deux groupes différents pour voilà, ceux qui étaient lancés, avoir vraiment le côté plus business et puis sur un planning un peu je vais y arriver, plus détaillé, Mm. vraiment plus court terme. Et pour les autres, bah, c'était plus voilà, travailler la vision, les grosses étapes à venir. Donc, on a à peu près les trois profils. Là, sur l'année 2021, on va distinguer en deux immersions. Donc, on va en avoir une pareille où on reprend les mêmes profils, donc c'est-à-dire des gens qui ont envie d'entreprendre ou viennent de commencer, vraiment pour aller chercher cet alignement et qui tapent dedans. Et après, on a eu de la demande là vraiment de gens qui sont vraiment déjà bien lancés dans l'entrepreneuriat depuis un moment et qui ont envie là vraiment plutôt d'aller péter les plafonds de verre et aller jouer à beaucoup plus haut niveau. Donc là, on va en refaire une qui sera en plus petit comité. Et ce qu'on appelle les 900, pour l'instant, c'est 900 VIP, on ne sait pas encore si ça va être ce nom-là. Mais vraiment, voilà, où on sera en plus petit comité et vraiment plus sur des profils qui sont déjà bien, bien, bien lancés là. D'accord. Euh, Tu vois, je vois, donc derrière toi, il y a marqué les 900 et je vois qu'il y a un diamant. Tu vois, j'en parle souvent d'ailleurs avec mes clients qui sont dans le programme Cœur de Panthère.
On parle des facettes qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes. Peut-être que ce Mhm. n'est pas sous ce thème-là que tu l'abordes. C'est quoi, du coup, les... Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a vraiment le lien entre les facettes du diamant et les 9 sens. C'est quoi les 9 sens pour toi? Tu peux nous les énumérer? Alors, oui et non, je rentre pas trop dans le détail parce que du coup, c'est quelque chose C'est secret. on donne vraiment dans le programme, ça. Un peu, un petit peu. Et, mais en soi, il faut savoir qu'on a beaucoup plus que 9 sens, hein. Pour l'instant, il y en a à peu près 27 d'énumérés. Et nous, on les a regroupés. Donc, tu as ce qu'on appelle les sens externes et les sens internes. Euh, pour les sens internes, nous, on les a regroupés en 4 grandes familles. Et c'est justement sous cet angle-là qu'on attaque, on attaque les 9 sens. Mais voilà, il y en a un que je peux te donner, par exemple, c'est l'inspiration, vraiment. C'est un des plus connus, c'est voir, hein, trouver ce qui t'inspire et comment trouver ce qui t'inspire, justement. Et pourquoi le diamant? Pourquoi le diamant? Parce qu'en fait, moi, l'idée, c'est vraiment, je pars vraiment du principe que toute personne sur Terre a un diamant caché, tu vois, a vraiment quelque chose à l'intérieur, a une compétence, un talent. Et il y a trop de gens qui, de par l'école ou par la société, qui se croient nuls, en fait, tout simplement, et qui pensent qu'ils peuvent rien apporter au monde. Et nous, c'est vraiment l'objectif, c'est leur montrer que non, t'as un putain de diamant à l'intérieur et qui peut aider beaucoup de gens. Deuxièmement, c'est que nous, on met une grosse valeur sur les connexions sociales et l'entraide en fait dans les 9 sens. Mm. Tu dois connaître l'adage seul on va vite, ensemble on va loin. Ouais. Et vraiment, on s'est rendu compte que dans les 9 sens, en fait, c'est non seulement ensemble on va loin, mais ensemble on va vite aussi, quoi. Là, je vois, tu vois, la dernière édition était en septembre. Quand je vois la vitesse à laquelle ils avancent, c'est dingue. Il y en a qui ont déjà créé leur événement, il y en a déjà qui ont lancé leur société, il y en a qui ont leur premier client. Il y en a, et ils sont tellement alignés, mais ils tapent dedans, quoi, tu vois. Et, euh, et pourquoi ils avancent aussi vite? Parce qu'en fait, les diamants, ils se parlent entre eux et ils s'entraident. Ouais. Et du coup, on aime bien dire que ça fait un beau collier, en fait, tu vois, euh, parce que vraiment, c'est dingue. Et c'est toute, comment dire, la philosophie des 900, c'est ce qu'on veut montrer aux gens, c'est, regardez, trouve qui t'es, sois un peu égoïste, juste ce qu'il faut, et c'est là où tu pourras aider les gens, en fait. Et parlez-vous, putain, quoi. Parlez-vous. Combien de fois on en a qui disent ah, mais moi ça je sais pas faire ça. Mais regarde, t'as François à côté, il est expert là-dedans, demande-lui. Bah oui, mais j'ai pas l'argent. Mais oui, mais regarde, lui il a besoin de ça. Vous avez la même enfin, une compétence que vous pouvez échanger, tu vois, échangez-vous. Et souvent en une soirée c'est réglé, quoi. Ils ont avancé. Et donc nous vraiment on est en train de créer une grosse famille entrepreneuriale, hein, par la suite. C'est pour ça qu'on parle d'académie, c'est que il y a une vraie mise en réseau de tous les profils des 900 avec leurs compétences pour qu'ils s'entraident les uns les autres. Et c'est ouf à la vitesse à laquelle ils avancent, quoi. C'est trop bien. Tu vois, dans le programme aussi que je propose, il y a cette fusion, tu vois, de groupes où on s'entraide les uns les autres. Alors souvent au début, ils ont un peu peur. Il y a un peu le oui, mais j'ai peur de prendre la parole, j'ai peur de m'assimiler aux autres, tout ça. Et en fait, très très vite, ils se rendent compte que le groupe fait avancer effectivement, pour nous, plus vite aussi. Il n'y a pas que la notion de loin, c'est comme si ça pétait des barrières. Et puis, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, j'ai cette sensation que vraiment, quand on cherche sa voie et qu'on le fait seul, au bout d'un moment, ça n'a plus de sens de le faire seul. Ça devient triste, en fait. Et on retrouve de la saveur en groupe, quoi. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, et puis moi, pour l'avoir fait pour moi, hein, au tout début, vraiment, moi j'étais dans ce schéma-là aussi de me dire non, mais je vais me démerder seul, je vais avancer seul et tout, et puis je n'ai pas besoin des autres, blablabla. Et en fait, quand tu commences à goûter ah zut, quand j'en parle, en fait, ça inspire des gens. En fait, là où je me crois nul, moi, et que je crois que je sers à rien, en fait, c'est peut-être ailleurs le plus gros besoin qu'aurait une personne, en fait. Et, euh, et quand tu commences vraiment à comprendre ça, mais tu as juste envie d'avancer avec les autres, quoi. C'est vraiment trouve ta lumière et tu vas éclairer le chemin des autres, en fait. C'est vraiment ça, quoi. Et, euh, et pour revenir sur le diamant, tu vois, c'est pareil. Il y a une notion que j'aime beaucoup aussi, c'est que le diamant, au début, c'est une pierre brute, vraiment, hein. Et pour que ça devienne un diamant, il va manger sa mère, en fait, hein. Il va en prendre des coups et ce qui fait qu'un diamant est aussi éclatant, c'est le fait de le tailler, le fait de l'éclater, en fait, quoi. Et sous
toutes les facettes, en fait. Et c'est ce qu'on essaye d'inculquer aux 900. Enfin, on essaye, pour l'instant, on se débrouille pas trop mal, on va continuer, mais de leur montrer, regarde, tout ce qui t'est arrivé dans ta vie, même les pires trucs, c'est vraiment pour te faire briller, en fait. Mm. C'était ton entraînement. Et c'est dingue ce moment où les gens ils s'en rendent compte. Moi, je trouve ça magique, en fait. C'est vraiment magique. Et c'est pour ça que là, de plus en plus, on met dans les conférenciers et dans les coachs des gens qui ont transformé des trucs vraiment qui, aux yeux du monde, ce serait juste impossible à transformer, en fait. Et quand tu te retrouves entouré de gens comme ça, je t'assure que tu as envie de te bouger le cul. Et tu vois, j'ai deux messages par rapport à ce que tu dis. Le premier, c'est si vous en chiez dans votre vie, quelque part, c'est bon signe. C'est que vous êtes en train d'être taillé, quoi, déjà. Et être taillé, bah ouais, c'est pas hyper agréable. Et il y a une histoire de Amma. Amma raconte une histoire où elle raconte l'histoire du... C'est la statue du Christ et la pierre, il y a une pierre sur laquelle on marche tout le temps. Et la pierre, elle dit, bah, pourquoi moi on marche dessus et la statue du Christ, on la vénère. Et en fait, la statue du Christ lui dit, on a été taillé dans le même marbre, en fait, mais toi, tu as été capricieuse, tu t'es cassée à chaque fois qu'on taillait, donc on t'a jeté. Alors que moi, je suis restée immobile, silencieuse, et je me suis laissée tailler. Et je crois qu'il y a vraiment cette notion de se laisser aussi un petit peu tailler par les épreuves de la vie pour se révéler, parce que bien souvent, on est en résistance, quoi. On refuse. Mais je trouve que vraiment Bonjour mon chéri. Ça va. Les joies du direct. J'adore. Trop bien. Faites des gosses. Mais pas trop. Et non, moi, c'est vrai que les premières fois que j'ai abordé ce sujet-là, hein, pour moi, j'ai vraiment eu du mal à comprendre ça. Tu vois, moi un des gros éléments déclencheurs, on avait une série noire dans notre famille, tu vois, et notamment mes parents. Et quand on commençait à me parler de loi d'équilibre, d'aller embrasser la mort de mes parents, trouver ce qu'il y avait de beau là-dedans, j'étais, mais je vais te péter la gueule, toi. Qu'est-ce que tu me racontes, quoi, tu vois? Le dégage. Et vraiment, c'est sur le chemin, tu vois, d'aller apprendre ça jusqu'à à comprendre bah, vraiment que la vie est un peu comme une maman, tu vois. Elle hésitera, ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois. Elle hésitera pas à te faire souffrir pour ton bien, en fait. Et quand tu comprends ça, que tout ce qui t'arrive est à ton service, que la vie t'aime, et que, bah, ouais, il y a des moments, c'est dur, il y a des moments, c'est compliqué. Mais si tu cherches dans ton passé les moments où tu as été fier de toi, il n'existe pas de moment où tu as été fier de toi d'un truc simple, en fait, Non. ou d'un truc qui a été facile. Ce qui te rend c'est un peu élastique, en fait, hein. C'est plus tu vas aller dans les trucs profonds, plus tu vas t'en relever, ça va t'emmener à des niveaux de fierté, à inspirer les gens et tout. Donc, mais c'est une mécanique à comprendre, hein. Faut le C'est vivre. un entraînement aussi, hein. Faut le vivre, ouais. C'est ça. Tu vois, il y a vraiment cette question de qui je suis, quelle est mon authenticité, quel est mon style. Et si, tu vois, il y a un truc que j'ai appris, c'est que pour savoir qui on est, c'est intéressant d'explorer aussi la piste de ce que je ne suis pas. Et toi, tu as un détecteur à bullshit. Tu m'as dit que ça Moi, Didier. alors, Didier, c'est notre Didier. C'est un des coachs des 900, il faut le savoir. D'ailleurs, c'est pour ça que les 900, c'est un sacré budget. C'est lui, il mange énormément, en fait. Mais non, mais c'est notre détecteur à bullshit. Alors, ça fait beaucoup rire quand on dit ça. Et souvent, c'est marrant de voir que le premier jour, les gens tu vois, ils en rigolent, mais à la fin de la journée, ça les saoule un peu, tu vois. C'est bon, on a compris le coup de Didier. Et le deuxième jour, tu vois, c'est eux qui commencent à prendre le lead sur Didier, tu sais. Et à partir du troisième jour, c'est marrant, c'est que ils ont même plus besoin de Didier, en fait. Là, tu vois, il est d'accord. Ils ont même plus besoin de Didier, en fait. Ils s'auto-détectent leur bullshit, tu vois. Ils sont en train de, pareil, dire, ouais, je me raconte de la merde, là. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, non, aussi. Et en fait, c'est pour ça qu'on utilise beaucoup Didier là-dessus pour marquer le coup, tu vois. Mais vraiment, nous, l'objectif derrière, c'est vraiment de faire prendre conscience aux gens
cette mécanique, ce réflexe de ouais, là, en fait, je suis en train de raconter un truc qui ne me sert pas ou un truc qui c'est une histoire, c'est pas un fait, en fait, c'est ma perception. Et, et c'est vraiment top. Didier, il nous apporte beaucoup. Hein. Ah ouais. Parce qu'on Et s'en raconte des conneries. Hein. est-ce que c'est ça l'autodestruction pour toi ou est-ce que tu le définirais autrement? Alors, est-ce que c'est ça l'autodestruction pour moi? C'est une bonne question. Alors, je pense que ça en fait partie. Ça en fait partie. Après, l'autodestruction, pour moi, elle est, euh, elle est quand même bien. C'est un catalogue qui est bien fourni, hein, parce qu'il y en a quand même un paquet de choses hein, pour l'autodestruction. Il y a, tu vois, moi, je parle souvent de la peur. Par exemple, sur les 9 sens, les premiers jours, le premier jour, j'attaque avec la peur. C'est pour ça qu'on fait donc le matin, on fait beaucoup de théorie, l'après-midi, on fait une épreuve de dépassement de soi pour vraiment leur apprendre à qu'est-ce que c'est que la peur. Parce que on a toujours appris que la peur, c'est quelque chose contre nous, c'était pas bien, ouh là là, c'est douloureux, tu vois, il faut surtout pas y aller. Et or, c'est une des plus grosses conneries qu'on nous a appris, tu vois. La peur, c'est une des émotions les plus utiles et les plus puissantes qu'on a. Et en fait, c'est la plus utile pour voir justement ce qui t'inspire et un peu ses paliers pour aller vers la personne que tu veux devenir. Et, euh, et pour moi, tu vois, justement, le fait d'utiliser la peur contre toi, c'est une certaine forme d'autodestruction, tu vois. Parce que, bah, du coup, vu que tu la franchis pas, que tu l'analyses pas, que tu discutes pas avec elle, bah, elle reste là. Et on sait ce que c'est qu'une émotion qui va pas circuler et qui va se garder. C'est là ce qu'on va appeler émotion toxique. Et moi, je suis contre ce terme d'émotion toxique. Pour moi, une émotion ne peut pas être toxique. Une émotion, c'est un message électrique. Elle va devenir, c'est nous qui allons la transformer comme toxique à partir du moment où on ne l'interprète pas et où on la laisse à l'intérieur, tu vois. Et c'est là où justement, et maintenant, on a de nombreuses études qui montrent que les émotions qu'on ne va pas laisser circuler, qu'on va garder, c'est là où ça va déclencher des maladies, des cancers. Et voilà, maintenant, le cancer, le lien entre émotion et cancer, alors il y a aussi avec l'alimentation, mais c'est autre chose, mais le lien émotion-cancer, et voilà, et maintenant il est factuel, quoi. Et, et pour moi, cette forme d'autodestruction, c'est un énorme catalogue et il y a plein de choses en fait, et c'est en fonction de comment on va utiliser ou percevoir ces choses-là que soit on va classer ça dans l'autodestruction, soit on va classer ça dans un peu justement tailler le diamant, là, comme on disait tout à l'heure. Mais, euh, mais tu vois, là, je suis en train c'est marrant, je me forme je sais pas si tu connais NERTI. NERTI, qui est les nettoyages émotionnels rapides des traumatismes inconscients. C'est une méthode qui a été développée par Luc Gégé, qui est juste exceptionnelle. Et, euh, et c'est dingue de voir que la plupart des gens qui ont besoin de cette méthode-là ou qui ont besoin d'aller faire des nettoyages émotionnels, c'est ceux qui le maîtrisent le plus, en fait. Oui. Typiquement, les profs de yoga, profs de Qigong, tous ces gens-là qui sont habitués à faire cet équilibre-là, en fait, ils sont plus habitués à vraiment laisser circuler l'émotion, à la vivre, à mettre de la conscience dessus, parce que mentalement, ils ont tout de suite la mécanique de je réajuste, je reviens à une neutralité, tu vois. Ouais. Tu veux dire qu'ils Et, maîtrisent trop, c'est ça que tu veux dire? ben ouais, en fait, c'est le paradoxe, mais en fait, justement, à vouloir trop maîtriser, du coup, il crée ce qu'il craignait, comme on disait tout à l'heure, et on retrouve des taux de cancer ou des taux comment dire, de maladies chez ces gens-là à partir d'un certain âge qui sont juste exceptionnels, en fait. Hmm. Alors qu'on pourrait croire le contraire. On dit, attends, le mec. Et c'est là où souvent on va entendre, attends, le mec, il mangeait sainement, il faisait du yoga tous les jours, je comprends pas. Enfin, tu vois. Et justement, c'est que ça a joué contre lui parce qu'il a été tellement dans la maîtrise mentale de tout son circuit émotionnel que du coup, ça joue contre lui parce qu'il stocke. Oui. Et, euh, et c'est hyper intéressant de voir comment on arrive à s'autodétruire en allant dans une certaine forme de compulsion ou un extrême en fait. On dit souvent le maître maîtrise les paradoxes, mais c'est vraiment ça en fait. Pour moi, tu vois, voilà. Pour moi, ma définition de l'autodestruction, c'est vraiment ça, c'est de pas savoir, euh, pas de mettre de la conscience sur est-ce que je suis dans un extrême ou dans un autre. Tu vois, je t'expliquais tout à l'heure que Oui. là, ça fait 2 jours où j'étais un peu dans mon caca là, à me raconter, voilà, vraiment, ouais, à remettre en question, avoir des doutes, cela. Là, je suis dans une forme d'autodestruction. Je suis en train de détruire tout ce que j'ai créé, je suis dans une énergie pourrie. Et l'idée, c'est comment je sors de ça rapidement, quoi. Et est-ce que pour toi, l'autodestruction, ça nous éloigne de qui on est ou est-ce que ça peut nous en rapprocher? Alors, je,
Je sais quand on me pose choix A ou choix B, je vais souvent aller sur le choix C. Ok, Euh, normal. et, mais vraiment, en fait, je dirais que ça dépend des cas. Vraiment. Tu vois, c'est ce que je disais hier soir quand j'étais vraiment dans une énergie pourrie. J'ai appelé un des coachs G900. Je lui ai dit, écoute, tiens, je voyais bien que je n'étais pas dans une bonne énergie et que je me répète, j'avais un bruit mental là, qui tournait en boucle. Et j'ai dit, tiens, si tu peux m'aider. Et, euh, et il me dit, ouais, tu aurais dû m'appeler plus rapidement. Et je lui dis, bah non, parce qu'en fait, je voyais aussi l'utilité de ça. Tu vois, j'étais content d'avoir eu ces doutes et d'avoir eu ces peurs parce que ça me met aussi de la conscience sur, tiens, attention, tu as peut-être voulu aller trop vite là-dessus. Qu'est-ce qu'elle me dit, la peur là? Là, elle me dit que, ouais, il y a peut-être ça à sécuriser quand même. Tu vois, donc si j'avais voulu switcher trop vite et me remettre trop vite dans cette neutralité, j'aurais pas pu me poser ces bonnes questions. Donc Donc, ça peut aider à retrouver son rythme. Des fois, j'utilise le terme rythme exactement. sacré, mais Et une phrase que j'adore, c'est le dosage qui fait le poison, tu vois. Et je trouve que c'est vraiment ça, c'est que avoir peur, c'est pas grave, être en colère, c'est pas grave, avoir des doutes, c'est pas grave. En fait, rien n'est grave et on a tous les traits de caractère. Il faut vraiment comprendre qu'on est tous humains et on a tous les traits de caractère, c'est juste qu'on va l'utiliser dans différents domaines. Tu vois, je pense à une personne un jour qui me dit, ah bah non, moi par exemple, je déteste les hypocrites, je suis pas hypocrite. Et je dis, ah, ok, c'est cool. Et du coup, tu as des enfants? Il me dit, ouais. Donc, ça veut dire que ton enfant, quand il t'amène un dessin dégueulasse, tu lui dis, ton dessin, il est vraiment dégueulasse, quoi. C'est vraiment de la merde que tu m'as fait là. Il me dit, bah non, je vais pas lui faire ça. Bah, je suis, bah, donc, tu es hypocrite. Ah ouais, mais c'est pas pareil. Mais si, c'est de l'hypocrisie, en fait. Et quand autorise-toi à te rendre compte que tu es hypocrite dans certains domaines de ta vie, et tu vas voir que tu vas moins faire chier les gens qui sont hypocrites dans d'autres domaines de leur vie, en fait. Si tu fais la paix, toi, avec toi-même là-dessus, bah, tu feras la paix avec les autres, en fait. Et, euh, et pour moi, c'est vraiment le dosage qui fait le poison. On a le droit d'avoir des périodes pourries, des périodes un peu de doute, des périodes où on n'est pas bien, en fait. Mais l'important, c'est est-ce que j'y reste dans ce schéma pendant des années ou est-ce que j'en sors? ouais. Et moi, je le vois bien avec les gens qui transforment des choses dans les neuf sens, là. Tu vois, dans les témoignages ce matin, il y en a un qui m'a beaucoup ému. Il y en a un qui dit, putain, ça fait 42 ans que j'étais bloqué avec ce truc. 42 ans qui ne voyaient pas de solution. Et on n'a pas... Alors, je ne vais pas minimiser ce qu'on a fait, on n'a pas fait grand-chose, mais euh, euh, pour nous, c'est le quotidien. C'est juste d'aller changer sa perception et d'aller regarder de l'autre côté, tu vois. Qu'est-ce, qu'est-ce qui a... Enfin, pourquoi tu étais bloqué là-dedans? Et tu vois, et en fait, à partir du moment où il a... Je me perds un peu, mais comment dire? Tu vois, j'aime bien cette image du mec qui cherche ses clés au pied d'un lampadaire. Et il tourne en rond autour du lampadaire et il trouve pas ses clés. Il les trouve pas. Pour moi, le rôle du coach, c'est lui dire, hey, viens, regarde, il y a toute cette zone sombre là. Peut-être que tes clés sont là. Ah ouais, mais non, je veux pas y aller, j'ai peur. Ok, mais regarde, viens, je vais t'expliquer déjà comment pas avoir peur. Et tu vas voir que peut-être justement en allant dans ce que tu vois comme noir, bah, c'est peut-être là où tu vas trouver tes clés et c'est peut-être la meilleure chose qui va t'arriver parce que tu vas peut-être rencontrer quelqu'un, tu vas peut-être retrouver un billet, je sais pas, ou autre chose, tu vois. Et pour moi, c'est vraiment le rôle du coach, c'est emmener les gens là où ils cherchent pas et où ils iraient jamais chercher en fait. Est-ce que c'est ça la définition de la confiance pour toi, la confiance en soi? Aller dans le noir? Ou pas. Euh, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors là, tu vois, sur aller dans le noir, je serais plus à avoir confiance dans la vie, tu vois. Me dire, ok, je vois pas comment. Tout porte à toi, tout porte à croire, pardon, qu'il faut pas que j'y aille, mais j'ai tellement confiance dans la vie que je vais y aller quand même. Pour moi, la confiance en soi, alors je sais que les gens ont souvent le fantasme de dire j'aimerais avoir confiance en moi. Et on va ranger dans la confiance en moi un énorme paquet, tu vois, où on met tout. Souvent, les gens, ils arrivent, ils me disent j'ai pas confiance en moi. Je fais putain, tu dois t'emmerder pour faire tes lacets, tu dois me mettre 20 minutes le matin et tout, ça va être chiant. Il me dit ah bah non, mais c'est pas pareil. Bah, je sais pas, tu me dis que t'as pas confiance en toi. Donc, où est-ce que tu n'as pas confiance en toi, en fait, tu vois? Et là où ils vont voir une énorme montagne de manque de confiance en eux, on va se rendre compte que souvent, c'est sur un truc très précis. Mm. J'ai pas confiance en moi pour parler avec un inconnu. J'ai pas confiance en moi sur une capacité ou quoi. Et, et comment ils vont atteindre ce niveau de confiance? C'est bah, en allant malgré la peur vers ça, en s'entraînant, en apprenant. Donc pour moi, la confiance en soi, c'est plus
on voit souvent ça comme une destination finale, mais pour moi, la confiance en soi, c'est un chemin, quoi. C'est à chaque fois, je vais franchir des petits steps vers un truc où je croyais pas avoir confiance en moi. Et on le voit souvent avec la prise de parole en public. Ah, j'ai pas confiance en moi, je peux pas parler aux inconnus. Bah oui, si tu te visualises de ton point actuel à demain matin, je suis en train de parler devant 100 000 personnes, avec des écrans géants autour de moi, effectivement, ça risque de merder en fait. Il y a des chances. Mais si déjà, cette semaine, tu vas dire un compliment par jour à un inconnu, que tu te rends compte que ça se passe bien, que la semaine prochaine, tu te dis, bah, je vais aller parler à une fille qui est peut-être même avec son mec dans un restaurant et lui dire, voilà, et aller lui parler, lui dire juste, c'est pas un plan de drague, je suis marié, machin, mais je voulais juste vous dire que je vous trouve très mignons tous les deux. Votre femme est magnifique et vous êtes, enfin voilà, juste de se faire des petits steps comme ça. Là, au bout d'un moment, la confiance en soi sur la prise de parole en public, elle arrive en fait, c'est de l'entraînement. Mais c'est un truc qu'on retrouve beaucoup, ça. Les gens, la confiance en soi, c'est une nébuleuse, tu sais. C'est ça. C'est une nébuleuse on veut l'atteindre, mais ça veut tout et rien dire en fait. On essaye souvent de soigner un fantôme ou un mensonge, en fait. Alors, tu vois, cette question, elle vient d'une personne pour qui justement la confiance en soi, c'est quelque chose de flou et elle aimerait pouvoir la reconnaître, c'est-à-dire savoir quand est-ce qu'elle a confiance en elle. Tu vois, c'est comme si le truc était un peu flou. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour pouvoir se rendre compte de à quoi ressemble ma façon d'avoir confiance en moi? Alors là, donc bon, il faudra un peu plus de détails, toi, pour pouvoir l'aider à avancer plus que ça. Mais là, ce qui me viendrait, par exemple, je lui dirais, bah, mets-toi une petite alarme sur ton téléphone tous les jours, toutes les heures, tu vois, qu'elle bip, un petit bip discret toutes les heures. Et tu tiens un petit carnet et tous les soirs, et en fait, à chaque fois que l'alarme elle sonne, tu regardes qu'est-ce que tu viens de faire en fait. Tu vois, qu'est-ce que je viens de faire dans cette heure? Souvent, on va dire, ouais, j'ai pas confiance en moi parce que elle va aller regarder ce qu'elle ne fait pas plutôt que regarder ce qu'elle fait en fait. Et le fait d'aller mettre de la conscience sur, tiens, pendant une heure, j'ai fait ça. Pendant une heure, j'ai fait ça. Donc au début, on va voir des pièces d'un puzzle. On va dire, oui, bah ouais, j'ai fait ça. Et so what? Et en fait, bah, à la fin de la première journée, on va se rendre compte qu'il y a quand même des choses qui reviennent régulièrement. Fin de la première semaine, encore pire, tu vois. Et à la fin d'un mois, tu fais ça pendant un mois. Je pense qu'elle va se rendre compte qu'il y a des trucs qu'elle fait avec beaucoup de confiance et qu'elle fait naturellement. Mais le truc, c'est que, tu vois, nous, dans les 900, on fait un gros point sur trouver les talents des gens. Ce qu'on appelle un peu la mission de vie, tu vois. Ouais. Et alors ça, la mission de vie, ça, c'est génial parce que les gens s'attendent à du hollywoodien, tu vois. Ils s'attendent à, oh, putain, je vais trouver ma mission de vie, il va y avoir une lumière qui va descendre et waouh, putain, c'était ça, c'est spectaculaire. Or, ta mission de vie, c'est ce que tu fais tous les jours sans t'en rendre compte. Ce qui est normal pour toi ne l'est pas pour les autres, en fait. Oui. Et c'est génial, parce que quand ils réalisent ça, ils sont tiraillés entre putain, je suis un peu déçu parce que je m'attendais à un truc de ouf, mais en fait, je suis hyper rassuré parce que je le fais tout le temps, ça. Bah ouais, c'est ce qui est cool, en fait. Oui, parce que c'est facile, en fait, puisque Ben c'est oui, c'est facile pour essentiel. toi. Et moi, tu vois, typiquement, connecter avec les gens, je disais, mais quand on me disait, mais tu sais que tu peux aider énormément de monde avec ça, ou aller voir en quoi les gens sont bons, leurs talents. Je dis, mais qu'est-ce que je vais aider des gens à faire ça, quoi? Non. Et il me dit, mais tu te rends pas compte à quel point il y a plein de gens qui aimeraient ça, tu vois, qu'on les aide à avoir leur talent. Ouais, ouais, mais c'était devenu tellement normal pour moi que bah ça me paraissait pourri, quoi. Je dis, mais je vais pas aider les gens à faire ça. Je dis, bah, essaye. Bon, ok. Ah merde, en fait, ça aide beaucoup de gens, hein. Et donc, ouais, cette personne, je lui dirais, bah, écoute, vraiment, mets de la conscience sur ce que tu fais. C'est vraiment, souvent, on a cette facilité à voir ce qu'on fait pas, là où on n'est pas bon, là où on est nul, mais euh, juste de rééquilibrer, d'aller voir, bah, ok, peut-être pas bon là, mais est-ce que j'ai besoin d'être bon là, en fait? J'en sais rien. Euh, Là-dessus, je suis nul. J'ai ce fantasme d'être bon là-dedans, mais est-ce que vraiment j'en ai envie au plus profond de moi ou est-ce que c'est parce que ça fait bien aux yeux de la société, tu vois? Ça, c'est des choses qui reviennent très souvent. Là, dans les 900, combien de fois ils disent, oh, j'aimerais tellement être à l'aise comme toi en live. Alors, je leur dis, bah, tiens, tu sais ce que tu fais? Va regarder. Je laisse toujours sur ma chaîne YouTube, j'ai mes premières vidéos. Va regarder mes premières vidéos. Tu vas voir ce que c'est que de ne pas être à l'aise en live
et d'être faire de la merde, reprendre ses phrases. Et je les laisse volontairement pour leur dire, regarde, je suis pas né à l'aise en live en fait, mais je me suis pas laissé le choix que d'en faire, d'en faire, d'en faire, d'en faire, d'en faire. Et au bout d'un moment, tu t'améliores. Mm. Mais il y a des gens qui me disent, ouais, moi j'aimerais vraiment être à l'aise en live. Ouais, mais pourquoi? Et ils se mettent cette pression parce que ça fait bien d'être à l'aise en live en fait, tu vois. Pouvoir parler devant une caméra ou en public, ça fait bien. Mais en fait, quand tu vas regarder, est-ce qu'ils ont vraiment envie? Non. Alors pourquoi te mettre cette pression-là, en fait, si t'as pas envie? Ouais, c'est vrai. Et c'est dingue. Quand ils prennent conscience de ça, tu sais, ils ont un poids qui s'enlève, tu vois. Tu leur dis, tu te sens comment? Putain, léger. Bah ouais. Ça, t'imagines depuis le temps que tu portes ça pour rien, en fait. Tu vois, pour avoir beaucoup travaillé sur cette question, je me suis rendu compte que tu vois, c'était la zone de stress et qu'on essayait de. Ça, c'est quand on se fait une idée de qui on veut devenir, mais qui est éloignée de nos désirs profonds, en fait. On se fait une idée mentale de ah bah quand je ferai comme ça, je serai heureux. C'est ça. Sauf qu'on peut se planter parce que c'est la différence entre vouloir et désirer. Euh, Vouloir, c'est mental, c'est la volonté, c'est une projection et Hmm. on peut se planter. Et moi, je me suis plantée sur des trucs comme ça, effectivement. Et du coup, Mais c'est là où. ça amène à une autre question, tu vois, qui est, alors la question était comment être sûr d'être en train d'écouter son cœur et pas son mental. Mais attention parce que chaque personne a, d'après moi, un endroit où écouter, où c'est juste. Pour certains, c'est le cœur, pour d'autres, c'est l'intuition, pour d'autres, c'est le corps, pour d'autres, C'est c'est ça. l'imagination, voilà. Donc, je reformule la question autrement, parce qu'elle est biaisée. Comment être sûr d'écouter au bon endroit, pour moi? Voilà, je crois que c'est ça. Alors, tu vois, moi, quand j'entends ce genre de questions, souvent, la première réponse qui vient, c'est pourquoi tu veux être sûr d'écouter au bon endroit, tu vois? Mm. C'est en quoi c'est si important d'être sûr? Ça veut dire je veux pas me tromper, tu vois. Ça veut dire je veux vraiment, je veux être sûr de bien faire. Donc là, ouais, des personnes comme ça, souvent je vais aller sur le terrain. En quoi ce serait cool que tu échoues et que tu n'aies pas écouté le bon endroit, tu vois? Déjà pour qu'ils se lâchent un peu la grappe avec ça. Parce qu'en fait, tu peux pas vraiment en être sûr. Maintenant, effectivement, il y a des indicateurs. Des indicateurs, moi, j'aime bien dire souvent, on est tous au milieu d'une guerre entre le mental et le cœur. Tu as le mental qui va te dire non, non, lui, son rôle, c'est de te protéger, clairement. C'est lui, que ce soit d'un point de vue limbique, le reptilien ou même le cortex, je veux dire, le rôle du cerveau, c'est ta survie, hein, vraiment. Donc, lui, dès que tu vas aller un peu en danger ou quoi, il va te dire ta, 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 ta. Regarde. Donc, il va te montrer regarde, personne ne fait ça. Regarde, si tu fais ça, il va t'arriver ça. Regarde, quand tu étais petit, tu as eu ça, tu veux pas que ça recommence. Regarde, si dans le futur, imagine, il va te faire un futur hypothétique hollywoodien de ce qui pourrait se passer, tu vois. Donc, ça, c'est le rôle du mental. Après, tu as au niveau du cœur, ce qu'on dit souvent le langage du cœur ou quoi, lui, son rôle, c'est un peu comme pour une plante. Lui, ce qu'il veut, c'est que tu grandisses. C'est que tu t'élèves, c'est que tu montes. Donc, certains vont parler de connexion à l'univers, à Dieu, d'autres à une mission de vie, d'autres, peu importe sa définition, mais lui, son rôle, c'est vraiment de t'élever. Et pour ça, il sait que, bah, comme un arbre, un bon bois, il va pousser dans la tempête. Il ne va pas pousser dans une zone où tout va bien. Donc, lui, il va vraiment t'emmener sur juste ce qui est important pour toi, peu importe si c'est douloureux, peu importe si tu souffres, peu importe. Lui, il s'en fout, en fait. Donc, pour moi, ça, c'est déjà un très bon indicateur. Et c'est pour ça qu'on commence les 900 avec la peur. C'est que déjà, quand tu as peur d'un truc, c'est souvent un indicateur d'une bonne direction. Alors, il y a peur et peur. Je ne te dis pas d'aller monter sur la barre d'un pont à 100 mètres et te dire, oh, j'ai peur, je suis au bon endroit. Mais souvent, quand tu as peur de parler à un inconnu, peur d'une prise de parole en public, c'est souvent la direction d'un fantasme derrière. Donc après, l'idée, c'est aussi d'aller rééquilibrer. Mais, euh, mais c'est souvent la bonne direction de, ouais, en fait, c'est ce que j'aimerais faire. Mm. Typiquement, moi, j'arrivais pas à parler à une personne en la regardant droit dans les yeux. Et en fait, en allant creuser ça, qu'est-ce qui se cachait derrière? Bah, déjà, ça me ramenait à des choses de mon enfance où je me rendais compte que quand j'étais gamin, j'adorais faire le show. J'adorais ça, en fait. Avoir les regards sur moi, faire le con, faire marrer les gens, chanter, danser, faire de la magie. J'adorais ça. Et quand je regardais dans mon quotidien, ce que j'adorais refaire, c'était regarder des scénarios un peu hollywoodiens, des Marvel, des trucs comme ça, tu vois, des trucs
où ça, plutôt qu'aller regarder un film hyper inspirant, je vais plutôt me mettre dans un truc où ça explose, où j'ai une vraie expérience émotionnelle, où je pleure, où je rigole, tu vois. Et en fait, je me rendais compte que je fuyais ça, moi, dans ma vie, d'aller faire vivre des émotions et des expériences aux gens. Et parce que j'avais peur. Et le fait d'aller faire les petits pas vers ça, je me rends compte qu'en fait, non, ouais, j'étais sur le bon chemin. Donc, pour moi, vraiment, tu peux pas en être sûr. Tu peux jamais être sûr d'une chose. Mais par contre, vraiment, déjà, d'aller se dire, OK, ça me fait peur. OK, je m'arrête pas juste à j'ai peur. C'est qu'est-ce qu'elle veut dire, la peur, là? Et en général, la montée d'émotion, elle vient assez vite. Là. Quand en fait, c'est parce que je rêve de ce truc-là. OK, et c'est quoi le problème d'y aller? Ah, mais j'ai tellement peur, ce sera impossible. Je ne sais pas faire ça. Et c'est là où on va les rééquilibrer, montrer que, regarde, tu le fais déjà de plein de manières, mais différemment. Regarde, là, l'image mentale que tu projettes de ce truc-là, elle est peut-être fantasmée, en fait. On retrouve ça chez beaucoup de gens qui disent, quand je serai riche, j'aurai plus de problème. Ouais. Ah. Tu vas être déçu. Ouais. Tu vas être déçu. Tu auras d'autres problèmes, tu joueras un autre jeu. C'est tout. C'est ça, en fait. Tu auras le niveau de problème qui va avec ce que tu veux, en fait. Hein. Donc, mais ouais, pour moi, voilà, j'ai un peu dévié de la question, mais par contre, vraiment, tu peux pas être sûr de est-ce que tu suis bien ton mental, ton cœur, est-ce que tu suis la bonne direction. Maintenant, la chose que tu peux être sûr, c'est de te dire, j'ai confiance en moi et je m'ajuste. OK. Même si j'ai suivi la mauvaise direction, qu'est-ce que j'ai appris? Comment je reviens sur le chemin? Comment et t'ajuster. Mais pour moi, la peur, c'est déjà un très, très, très bon indicateur. C'est pour ça que je mets autant d'énergie dans les 900 sur la peur, à ce que les gens soient à l'aise avec la peur et leur apprendre à transformer. Parce que quand déjà tu apprends ça et tu apprends ce qui se cache, tu apprends à discuter avec elle, tu apprends énormément d'informations sur toi. Euh, Tu vois, dans le fait d'être soi-même, euh, moi, je me suis confrontée à une grosse difficulté. Ça a été l'idéalisation de mon mentor. Tu vois. Et donc, je voulais devenir comme lui. Donc, moi, à un moment, mon mentor, c'était Julien Musi. Donc, c'était beaucoup la performance, c'est très mental. C'est quelqu'un qui fonce, tu vois, et qui a beaucoup de certitude. Il sait ce qu'il veut, voilà. Et moi, en fait, je ne savais pas ce que je voulais et c'était OK. Tu vois. C'était OK, j'étais en train de découvrir. Donc, ce n'était pas le moment de définir des choses. Si tu veux, bon, comme je suis très spirituelle, si tu veux, c'est mon âme. J'étais en train d'apprendre à recevoir ce que mon âme me disait. Mon âme me disait, voilà ce que tu désires profondément. Et moi, j'étais en mode volonté. Et toi, tu bosses, je crois, avec David Laroche en ce Mhm. moment. Comment on fait, tu vois, quand on a une figure comme ça, de mentor, ou ça peut être des gens aussi qui fantasment sur des stars de cinéma, sur des politiques, sur leurs parents. Ah, papa, il a réussi à faire ça. Comment on fait pour être soi-même quand on idéalise quelqu'un? Mhm. C'est une bonne question. Pour reprendre mon cas perso, parce que en fait, ce que tu décris avec Julien, j'ai eu la même chose moi avec David. Hein. Vraiment de dire, j'ai eu un petit peu mon moment, je veux être David, tu vois. Ouais. Et, euh, et là, ce qui est bien, c'est justement, comme on disait tout à l'heure, d'aller rééquilibrer le fantasme. Dire, par exemple, OK, là, je vois que ce que j'ai envie de voir, tu vois. Je vois que ce qui met sur les réseaux sociaux, je vois que ça. C'est quoi le prix de ça? Tu vois, typiquement, David, euh, euh, qu'est-ce que ça lui a coûté d'arriver ici, tu vois? Et d'aller mettre de la conscience là-dessus. Donc ça, tu peux prendre par exemple, une feuille, un crayon, et dire, OK, bah, qu'est-ce que ça lui a coûté d'arriver là exactement, et que je ne vois peut-être pas forcément, mais qui est évident. Et tu lises, tu lises, tu lises, et de se dire après, OK, est-ce que j'aurais été prêt à payer ce prix-là? Parce que souvent, on a le fantasme de dire, ah oui, mais là, attends, OK, moi, je veux bien arriver là, mais sans ça. Ben non, tu peux pas, en fait. Tu peux pas être à l'aise sur une scène de 10 000 personnes dans une langue que tu ne connais pas devant les plus grands dirigeants de la planète sans avoir pris des claques mais monstrueuses pendant des années, sans avoir été humilié sur M6, donc lui c'était M6, mais sans avoir embrassé l'échec, la douleur comme il l'a fait en fait. Tu peux pas. Est-ce que je suis vraiment prêt à vivre ça? Ah, peut-être pas. C'est comme les gens qui disent ah, mais moi j'aimerais vraiment être comme Anissette, tu vois, gagner de l'argent, machin, cela. Ok, est-ce que tu es prêt à travailler 20 heures par jour, des fois même ne pas dormir pendant des nuits, parce que c'est le prix à payer, ça en fait partie du prix à payer, quoi. Et souvent, les gens, non, non, mais moi je veux gagner de l'argent, attends,
Mais tranquille, quoi. Je ne peux pas non plus me mettre la pression. Ben, non, ça ne marche pas. Et c'est comme ça qu'on retrouve beaucoup de gens dans des MLM, des trucs comme ça et tout, parce que nous, on en a beaucoup hein, dans les 900, des gens qui sont passés par le MLM. Moi-même, je suis passé par du MLM, donc marketing de réseau pour ceux qui ne connaissent pas. Et parce que comment on attire ces gens-là, c'est viens, argent facile, tu seras ton propre patron, tu feras ce que tu veux. Mais bullshit. Bullshit. Si tu as fait du MLM, je pense que tu es d'accord avec moi. La première chose qu'on te dit quand tu fais du MLM, c'est attends, tu vois, non. Le script, c'est ça. Tu fais ça. Ouais, mais je pense vraiment que. Non, ta gueule. Le script, c'est ça. Ah, ok. Et t'as fait combien de personnes cette semaine-là? Ouais, mais cette semaine, j'avais pas trop envie de. Tu vois, je voulais me détendre un peu parce que bah, moi, je fais du LM pour faire ce que je veux. Ouais, mais enfin, il y a un moment, attends, t'auras pas de chiffres si tu me. Donc là, maintenant, tu me redonnes tes comptes, là, machin, et cette semaine, objectif 10, 15. Et en fait, tu te retrouves encore plus dans le salariat que tu l'étais avant. Et pour gagner pas grand-chose, alors après, tu as des gens qui sont prêts à payer ce prix-là et qui vont avoir du résultat dans les MLM. Et, et, et le problème, c'est que les gens qui arrivent dans les MLM, ils vont se dire, ah ouais, mais je veux les résultats de ces personnes-là sans les 2 ans ou 3 ans d'efforts énormes pour arriver à ce résultat-là, tu vois. Et c'est ce qui se passe avec des stars de cinéma, avec des choses comme ça, c'est que les gens vont fantasmer le truc je veux le résultat, mais sans le chemin, en fait. Ouais, je comprends. Et c'est le jour où tu mets de la conscience sur le chemin, bah déjà tu te rends compte que putain, non, je suis pas prêt à payer ça, moi. Et en fait, j'ai pas envie d'être David Laroche, j'ai pas envie d'être Julien Musi, j'ai pas envie d'être Anissette, en fait, j'ai envie d'être moi. Oui, c'est ça. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir qu'est-ce qui. En fait, comme on disait avec la confiance en soi tout à l'heure, c'est que tu vois la personne dans une intégralité, enfin, que tu crois. Mais en fait, qu'est-ce qui vraiment, le point précis, t'excite chez cette personne, vraiment? Est-ce que c'est, par exemple, David, est-ce que c'est la confiance? Est-ce que c'est, oh, salut toi? C'est mon Happy. Didier. C'est ton Chapi. Didier, ton détecteur Génial. Alors, regarde, moi aussi. Hein. C'est beau, hein. Toi, Didier aussi. Mais non, mais souvent, c'est qu'en fait, on va fantasmer la personne dans son intégralité, mais en vrai, on veut pas tout chez elle. Bah On oui. veut pas tout. Et donc, c'est bien d'aller mettre de la conscience sur, OK, c'est quoi le point précis qui me plaît chez elle? Et là tu parlais d'autodestruction tout à l'heure. Là, du coup, bah, tu te retrouves à plus utiliser ça contre toi parce que tu essayes de courir après un fantasme, mais tu te retrouves à aller utiliser ça pour toi parce que tu as été trouver le point précis qui te plaisait chez elle, tu vois. Moi, typiquement, j'ai pour Didier, pour David, Didier Laroche. Et pour, euh, pour David, par exemple, tu vois, ce qui me plaisait, c'est vraiment sa façon d'aller se connecter avec les gens, sa façon d'aimer les gens à un niveau qui est tu vois, il a cette faculté d'aimer les gens. Alors, je ne vais pas dire sans les juger parce que c'est pareil, ce serait un mensonge. Mais à se rendre compte très, très rapidement, presque en nanosecondes que, tiens, j'allais le juger, hop, je rebondis, tac. Et à revenir, tu sais, dans cette loi d'équilibre et d'aimer, peu importe qui est en face, vraiment d'être dédié dans la présence avec cette personne-là. Ça, c'est un truc que j'adore et c'est pour ça que je suis entré dans son école. Parce que c'est vraiment, il a cette présence avec les gens qui est juste incroyable. Il peut être en train de coacher la personne, le mec l'attaque, le mec veut l'afficher, veut faire son show, veut faire chier, veut ruiner son séminaire devant 1000 personnes. David sera dans la présence avec lui, il l'aimera assez pour aller comprendre ce qu'il joue pour aider la personne, tu vois. Et ça, j'adore. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup chez lui. Et maintenant, il y a des choses aussi que je n'aime pas chez lui, des choses où que j'aime moins. Oui, mais le Et truc, c'est de réussir à les voir. Parce que, tu vois, par exemple, moi, quand j'ai bossé avec Julien Musi, je trouvais ça extraordinaire, sa capacité à avoir confiance en lui, confiance dans les plans et les stratégies qu'il mettait en place. Et en fait, pour lui, ce qu'on a appris beaucoup, c'est la stratégie, la planification à long terme, etc., avoir une vision, voilà. Et bon, il a bougé là-dessus, d'ailleurs, il me semble beaucoup, mais parce qu'on on est pas fait de pierre, on est humain. Mais du coup, moi, j'étais là, oh là là, qu'est-ce que ça doit être génial, la vie, quand on a cette capacité.
à être sûr de son futur, à prendre une direction. Sauf qu'en fait, moi, ça ne m'intéressait pas de prendre une direction. Je préférais être dans l'aventure et la découverte. Mais je n'avais pas compris ça sur moi parce que j'étais en revanche, si tu veux. Il y avait des choses que je voulais prouver. Attends, je vais dire un truc très intime, mais en gros, mon père est comme ça. Mon père est comme ça. Mon père, il décide un truc, il le fait et c'est tout. Il veut monter une boîte, il monte une boîte. Il ne réfléchit pas, il n'est pas dans le sentiment, il n'est pas dans l'émotion. Moi, je suis dans l'émotion. Et du coup, quelque part, tu vois, j'étais en mode, je vais prouver à mon père. J'étais en mode revanche. Et c'est pour ça que je pense que l'intention est très importante derrière, de comprendre pourquoi est-ce qu'on veut ressembler à telle personne. Qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce que c'est une névrose, entre guillemets, hein, j'utilise un terme un peu fort, ou est-ce que c'est réellement un élan du cœur où on se dit, je reconnais quelque chose de moi chez cette personne? Je sais pas ce que toi t'en penses, mais C'est c'est ça ma si, clairement. préoccupation. Mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Du coup, c'est vraiment de dire, plutôt que voir la personne dans l'intégralité, c'est quoi vraiment le point précis chez cette personne qui m'inspire? C'est quoi qui est... Et c'est quoi le prix à payer d'arriver à ça aussi? Voir est-ce que c'est vraiment important pour moi? Typiquement, tu vois, moi, il y a quelques années, quand j'ai quitté mon taf, j'étais en mode, ouais, je veux faire de l'argent facile, je veux ma Porsche, je veux tout ça, et je veux pouvoir partir en voyage tout le temps et tout. Ok, c'était quoi le prix à payer de tout ça? Eh ben, c'est énormément de travail et des fois de faire les trucs que tu aimes pas. Et puis, et je me suis dit, bah, c'est quoi le truc le plus compliqué? Est-ce que c'est d'aller faire de l'argent facilement? Et c'est impossible, hein. Mais tu peux voilà, bosser dur, machin, pendant des années et qu'après, voilà, ça s'allège. Ou est-ce que ma priorité, c'est plutôt d'apprendre à, à être à l'aise à ne pas avoir d'argent? Et si je suis à l'aise à ne pas avoir de l'argent, je serai à l'aise à en avoir, tu vois? Ouais, c'est ça. Et, euh, et en fait, bah, je me suis rendu compte que ce chemin-là, je ne l'avais pas forcément vu au début. Et je me suis dit, bah ouais, mais celui-ci me semble plus facile et plus utile pour moi sur le long terme. Parce que si j'apprends à vraiment bosser, à avoir de l'argent, à faire de l'argent, bah, l'argent, le jour où on me l'enlève, je redeviens dans le schéma, je suis malheureux parce que j'ai pas d'argent. Et tu nourris la peur de perdre. Exactement. Et du coup, bah, avec ma femme, on a vendu notre maison, on a tout plaqué. Les gens souvent, tu sais, alors je rigole, j'adore jouer de ça parce que tu vois, quand je pars en déplacement, comme j'adore les bagnoles et que j'en ai plus, bah, j'aime bien me louer une belle bagnole. Tu vois, je me fais un kiff, c'est ma petite récompense et tout. Et du coup, les gens, je sais pas, ah ouais, mais j'espère que c'est pas une façade et tout. Tu sais, ils espèrent que tu es malheureux, tu vois, quand même. Et je leur dis, non, mais rassure-toi, j'ai une vieille mémère à 300 000 km elle va bien. C'est juste que je loue des bagnoles. Si ça te rassure, je te le dis, je loue des bagnoles. Et en fait, je veux juste être à l'aise avec l'argent dans tous les sens du terme. Je veux être à l'aise avec le fait de ne pas en avoir et je veux être à l'aise avec le fait d'en avoir. Parce que pour moi, l'argent, je mettais beaucoup de charges là-dessus au début, mais l'argent, c'est juste une énergie, c'est un moyen d'échange, en fait. Point. Mais les gens fantasment l'argent à un point qui est incroyable, mais parce que ça arrange la société que les gens fantasment l'argent, comme ça on les tient. Mais, euh, mais du coup, je me suis rendu compte que le travail à faire était plutôt d'aller apprendre à être à l'aise avec l'argent dans les deux sens du terme, et bah, c'était plus digeste pour moi, en fait. Mm. Et que je courais après le mauvais lièvre, en fait. Je courais après des mecs qui semblaient m'inspirer parce qu'ils avaient beaucoup d'argent. Non, en fait. Et quand je suis allé chercher, je dis, mais putain, ils m'inspirent quand même, ces mecs-là. Qu'est-ce qui m'inspire chez eux? Et en fait, ben, c'était pas le fait d'avoir de l'argent qui m'inspirait, c'était le fait d'avoir été récompensé pour son travail, d'avoir bossé dur, 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 et d'être récompensé pour ça. Mais tu n'es pas obligé d'être récompensé sous forme d'argent. Tu peux être récompensé sous... Là, tu vois, je te dis, ce matin, je regardais les témoignages vidéo des 900. Attends, Je peux te tu dire peux que la attendre deux récompense... secondes, j'ai quelqu'un qui frappe à la porte. Génial. Le Vas-y, mais truc pause. fou. Le truc fou. Attends, Vas-y. non, c'est bon. Génial. Ah, la grosse coïncidence. Hein, on va pas trop Ouais, expliquer, mais en gros, c'est une synchronicité intéressante. elle est belle, celle-là. Elle est Elle est belle. belle. Elle est Très bien. très belle. Mais, mais ouais, ce que je te disais, tu vois, c'est là, par exemple, ce matin, j'étais en train de regarder les témoignages vidéo des 900 là, et bah, je t'assure que
en termes de récompense du travail fourni, j'ai eu ma dose, quoi. Mm. Voilà, quand tu as des gens qui te disent, putain, ça fait 42 ans que je t'ai bloqué dans ce schéma-là, et grâce à toi, bah, je suis sorti de ça. Quand tu as des gens qui disent, putain, je sais enfin pourquoi, à partir de demain, je vais me lever le matin, tu vois, Mais ça vaut tout l'argent du monde. Hein. Hein. par rapport aux efforts fournis, tu vois, ouais, il y a ce culte de l'effort, je trouve, qui est très très présent dans le coaching actuellement. Si tu fais des efforts, tu auras tes résultats. Et là-dessus, je suis d'accord et je suis pas d'accord. Je suis ni pour ni contre. Tu Mais fais très bien d'aborder le sujet, ouais. ben ouais, mais le truc, c'est tu mets des efforts dans quoi? Parce que si tu mets des efforts dans quelque chose qui te plaît pas, est-ce que c'est pas là justement qu'il y a l'auto-sabotage, le burn-out, pour te dire, tu te plantes, ça t'intéresse pas en fait, ce que tu fais. Tu fais très bien d'aborder le sujet, tu vois, bah, à mon tour de rentrer dans l'intimité. Et parce que je te disais, tu vois, que ce week-end, justement, j'étais un peu dans mon caca, là, tu vois. Et en fait, c'est un peu le. Tu sais, on a tous des drivers, hein, on a différents drivers, soit parfait, soit fort, soit faible et tout. Et moi, j'ai un driver que j'ai pas encore bien soigné, hein, sur lequel j'avance, hein, et qui est justement ouais, travail dur, tu vois. Si tu veux être récompensé, c'est le fruit d'un dur labeur. C'est pas bien de gagner de l'argent facilement ou d'avoir des résultats si tu n'as pas cravaché comme un con avant, tu vois. Et donc, c'est un truc sur lequel je me soigne actuellement. et, mais vraiment, où j'apprends à me rééquilibrer là-dessus parce que bah, moi, je suis issu d'une famille où fallait travailler dur pour avoir. Fallait les mériter, tu vois. Ouais, moi Et, aussi. et du coup, bah, j'ai. Là, je l'ai payé dernièrement, là, parce que je suis tombé épuisé à bosser. Et j'avais une partie de moi qui culpabilisait de me dire, mais ça ne peut pas être trop facile. Dans les 900, il faut que je fasse encore plus, il faut que je leur donne encore plus, il faut que je les coach encore plus, il faut que je passe encore plus de temps avec eux, parce que ça devenait, comme je deviens à l'aise avec le sujet et que j'ai vraiment franchi des steps sur mes coachings, bah si je continuais pas de cravacher, si j'avais pas la sensation d'être épuisé, c'est que j'avais mal bossé, tu vois. Et là, vraiment, sur les dernières semaines, je suis vraiment en train de switcher là-dessus et d'être à l'aise avec ça. Et ce qui est marrant, c'est ce que j'adore dans le coaching, c'est en fait, à chaque fois que tu coaches quelqu'un, tu te coaches toi-même, tu vois. Et la vie t'amène ce que tu as besoin, hein, tu vois. Et bizarrement, elle m'a amené à 2 ou 3 personnes qui avaient ce problème-là. Et le fait d'avoir coaché là-dessus, tu sais, mais ça, en arrière-plan, ça résonnait. Je dis, putain, Julien, t'es vraiment. Tu te sens comment ça va être utile ce coaching pour toi là? Et c'est dingue parce qu'en fait, on grandit de nos coachés, tu vois, et de nos coachings. Moi, Et, j'apprends énormément c'est vraiment, depuis. Hein. énormément. Et j'ai eu des belles prises de conscience grâce à eux là, et je les en remercie parce que je commence à sortir de ce schéma. Ok, ça peut pas être toujours difficile, trop dur. C'est normal qu'il y ait un moment, si tu es très bon sur un sujet et si tu es à l'aise, bah, que ce soit facile pour toi, quoi. C'est encore le sujet de Et l'intention, tout ça. C'est c'est quand ça. tu dis il faut que je mérite, il faut qu'il y ait des efforts. Ouais, mais pourquoi? Pourquoi c'est si important pour toi les efforts? Mm. Il faut que tu en sois conscient, en fait. Comme ça, tu peux faire un Exactement. choix. Exactement. Ah, mais tout. C'est pour ça que c'est hyper intéressant, un peu en mode investigation, d'aller voir dans la vie des gens ou d'aller voir dans nos vies. Vraiment, on se rend compte qu'on a énormément d'indices et d'indicateurs pour apprendre à qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qui nous inspire. Mais, mais le problème, c'est que ces indicateurs-là, ils sont dans le noir autour du lampadaire, quoi. Et qu'on s'obstine à aller chercher les clés toujours autour du lampadaire et trouver putain, mais qui je suis, mais putain, mais qui je suis, mais putain. Oui, mais cherche ailleurs. Mm. Ouais, Cherche ailleurs. Cherche dans. C'est quoi ce putain de film que tu as déjà regardé 10 fois et que tu pleures 10 fois au même endroit, par exemple? oui. Ah, mais ça veut rien dire, c'est normal. Non, on pleure pas tous au même endroit dans le film. Tu es en connexion avec toi à ce moment-là. Ben oui, tu es en connexion avec ce qui t'inspire. Qu'est-ce qui te met en colère? Qu'est-ce qui te met vraiment en colère à chaque fois, tous les jours? Ben, c'est normal que ça me mette en colère. Non. 1000 personnes qui vivent la même situation ne seront pas en colère pour ça. Ouais. Toi, tu es en colère pour ça. Pourquoi tu es en colère? Qu'est-ce qui se cache derrière? Et, euh, et c'est dingue de voir le nombre d'indicateurs qu'on a dans nos vies pour vraiment comprendre ce qui nous inspire, ce qu'on veut. Mais oui. Mais tu vois, moi, par exemple, je vais donner un exemple parce que je trouve que les exemples, ça aide les gens, c'est un peu concret et tout.
Moi, je voulais faire des efforts et être dans la performance pour prouver, alors ça a été un travail d'arriver à cette conscience, mais être dans les efforts et la performance pour prouver que je pouvais souffrir, que je pouvais tenir dans la souffrance. J'avais besoin de ça. Ça peut s'expliquer aussi par le fait que j'ai eu beaucoup d'opérations quand j'étais gamine et que quelque part, je voulais rassurer mes parents. C'est moi qui rassurais mes parents, tu vois, quand j'allais me faire opérer. C'était pas l'inverse. Et du coup, il y avait ce truc de il faut que je tienne bon, que je souris tout le temps, même si j'ai la trouille, et que je peux encaisser la souffrance, tu vois. Et j'étais encore dans ce schéma-là et je n'étais pas sortie depuis que j'avais l'âge de 8 ans, tu vois. C'est con. Voilà. Et Mais après, pour moi, il y a il y quand a- même quelque chose de noble dans la souffrance, mais il ne faut pas que j'en fasse une prison. Voilà, c'est ça. c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le dosage qui fait le poison, vraiment. Et faut comprendre aussi un peu, c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup de plus en plus à les strates énergétiques, mais aussi les strates physiologiques. Et faut comprendre que ce qu'on appelle justement ce type d'addiction psychologique, c'est qu'on a un vrai shoot d'adrénaline derrière et de dopamine en fait. Quand tu faisais ça, quand tu étais gamine, tu étais fier de toi après. Tu avais ce pic de plaisir. Et du coup, bah, en grandissant, bah, ça disparaît. Et tu vis dans putain, mais je suis pas heureuse, machin, il me faut ça, il me faut cette dose-là pour kiffer et puis pour me sentir bien. Et du coup, mais après, on voit pas le prix à payer de ce truc-là. Mais, et ce qui est intéressant après, c'est voilà, comme on disait tout à l'heure, d'aller voir, ok, bah, comment je peux retrouver ce shoot de plaisir, mais dans un truc non plus qui me dessert pas, mais un truc qui me sert, ou qui sert ma mission de vie, ou qui sert les autres. Et, mais c'est un vrai taf, hein, c'est une vraie investigation sur soi-même, et c'est ce que moi je trouve ça génial, c'est passionnant en fait. Mais c'est ce que j'ai trouvé, tu vois. Moi j'ai trouvé qu'en fait, j'avais besoin de me mettre au service de quelque chose. Bon, pour moi, c'est les guides spirituels, tu vois. Souvent, quand je parle à mes clients, c'est pas moi qui parle, je transmets des messages. Mais souffrir pour ça ne me fait pas souffrir. Tu vois, je sais pas comment dire ça autrement. Mhm. Euh, Parce que ça m'amène, tu vois, des fois, par exemple, les guides, s'ils me disent demain, tu vas à Dijon, même si je sais pas pourquoi, même si je sais pas si je trouverai un hôtel, j'irai, tu vois. Et j'ai une dose d'inconfort et de souffrance là-dedans, mais en fait, c'est super. Enfin, j'ai pas l'impression de souffrir quand je fais ça, tu vois. Bien non, parce que t'es connecté à une croyance qui est plus forte que ça en fait. Ouais, 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 c'est. Je sais pas, pour moi, ça élucide tellement de questions. Mais après, c'est pareil, hein, tu sais, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur les émotions toxiques, sur tout ça, dites toxiques. Les gens ont le fantasme de pas souffrir. Parce que souffrir, les gens confondent souvent la souffrance et la douleur. Oui, Mais, oui, c'est mais, vrai. mais souffrir, hein, tu peux pas avoir le mec qui va à la salle de sport tous les jours, qui se sculpte un corps de malade, mais bien sûr qu'il souffre. Personne ne prend un plaisir à se mettre à hurler en soulevant des poids qui sont trop lourds pour toi ou quoi. C'est de la souffrance. Mais comme il est connecté à, ok, je vois le plaisir derrière, je vois pourquoi je fais ça, je vois mon intention, comme tu disais tout à l'heure. C'est pourquoi il faut. Et ben en fait, du coup, tu l'acceptes cette souffrance, mais tu peux pas avoir le fantasme de te sculpter un corps un score de rêve, un score de rêve. Je vais y arriver. Allez, pose tes mots, Julien, on va y arriver. Un corps de Un rêve. corps de rêve sans souffrir. Tu peux pas être à l'aise à faire un marathon sans aller souffrir les premières fois. Tu sais pas courir 42 km d'un coup. Tu veux faire un Ironman, regarde si tu vas pas souffrir, quoi. Ouais, par contre, si ça n'a pas de sens, si tu fais des efforts et que tu as mal Exactement. sans que ça ait de sens, là, c'est une souffrance qui est beaucoup plus destructrice, en fait. Et Exactement. sournoise, en Typiquement, le plus. fait d'aller bosser moi, typiquement, tu vois, je suis allé contre ma nature depuis que je suis petit, j'ai toujours entendu ça et j'ai toujours eu un peu ce trait de caractère-là de pas vouloir faire comme les autres, sortir des cases, qu'on me range surtout pas dans une case, être un peu capricieux et, euh, et j'ai toujours eu ce trait de caractère-là et que j'aime en fait, tu vois. Et bah typiquement, je suis allé me mettre dans des études d'ingénieur, 10 ans dans une boîte, dans un cadre et en prestation. Et en fait, alors que c'est complètement contre ma nature, je souffrais tous les jours, mais parce que j'avais cette croyance de c'est ce qu'il faut faire. On doit être salarié, on doit. Et là, maintenant, je suis entrepreneur. Les gens,
tu crois pas que je souffre aujourd'hui, mais tous les jours. Je veux dire, tu sais jamais si est-ce que ça va marcher avant un événement. Est-ce que je souffre beaucoup plus? J'ai bien plus de problèmes d'argent, mais maintenant je suis sur une souffrance que j'accepte parce qu'elle me connecte à quelque chose de plus grand, à moi en fait. Elle me connecte à ce que je veux faire. Là, on sort, tu vois, on était hier avec l'équipe, on dit putain, si on continue comme ça, on va droit dans le mur. Ok, effectivement, si on regarde les comptes bancaires, c'est horrible. Maintenant, ça me donne ma dose d'adrénaline de OK, comment on transforme ça? Qu'est-ce qu'on va proposer d'encore plus ouf? Comment on va aider plus de gens et tout? Parce que bah, ça m'oblige à être créatif en fait. Et là, c'est une souffrance que j'accepte et que j'adore. Donc, comme tu le dis, c'est bien de prendre conscience que la souffrance est utile, c'est une chose, mais une souffrance utile et qui nous sert, pas qui nous dessert, quoi. Qui a du sens. Ouais. On retrouve souvent ça chez, tu sais, les gens qui disent ah, j'aimerais passer à l'action, faut que je sorte de ma zone de confort, faut que je sorte de ma zone de confort. Il faut que. Ok. Et donc, du coup, ils se retrouvent à sortir de leur zone de confort dans tous les sens. Et puis, bah, il ne se passe pas grand-chose, à part qu'ils sont épuisés, qu'ils en ont marre et ils se rendent compte que ouais, putain, sortir de ma zone de confort, c'était pourri et tout, machin. Non, c'est génial de sortir de ta zone de confort, mais dans la bonne direction. Mm. Si tu sors sur un truc qui est trop désagréable ou inconfortable pour toi et que tu n'as pas envie, bah, tu sors dans ta zone de confort pour rien, en fait. Là où ça devrait te donner de l'énergie, ça va t'en bouffer, en fait. Il y a un truc que j'ai appris, et c'est un client qui me l'a appris d'ailleurs. Tu vois, j'apprends vraiment plein de trucs avec eux. Ah, c'est clair. Enfin, c'est ce que j'ai déduit de ce qu'il m'a dit. Puis lui, après, il avait compris aussi. Enfin, bref. Et il me dit, voilà, il y a besoin de 3 feux verts en gros. Il y a 3 feux. S'ils sont rouges, si l'un d'eux est au rouge ou si les 3 sont rouges, tu seras malheureux et tu ne pourras pas avancer. Le premier, c'est se sentir capable, donc de faire quelque chose qui est faisable. Voilà. Mhm. Le deuxième, c'est d'avoir envie. Voilà. Et le troisième, c'est de se sentir prêt. C'est une question de timing aussi, le troisième, tu vois, de circonstances et de timing. C'est un peu comme si tu rencontres la personne de ta vie, mais à un moment où tu n'es pas prêt, tu peux rencontrer l'homme de ta vie ou la femme de ta vie à un moment où tu n'es pas prêt et ça ne sera pas possible. Mhm. Voilà. Donc, ce sera un autre moment. Voilà. Donc, c'est ces Ah, trois. mais c'est clair. C'est clair. Et souvent, très souvent, la souffrance est un des bons indicateurs pour tes 3 feux, hein, parce que je t'assure que le jour où tu souffres assez, c'est là où tu auras envie. Le jour où tu souffres assez, c'est là où ça va être le bon moment. Et en fait, les gens veulent fuir la souffrance, mais c'est ton meilleur indicateur pour te décider. Puis quand tu vas assez loin dans la souffrance, enfin, tu lâches les illusions et tu fais putain, mais en fait, ça y est, j'ai compris, ça fait mal. En fait, c'est pas pour moi. C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est vraiment, je pense, le message de tout ce qui est burn-out. C'est mais non, mais là, en fait, tu vas mourir si tu continues. Si tu t'entêtes, tu vas mourir. Ah, nous, Ouais. on en a beaucoup. On en a énormément dans les 900, hein, des gens qui sont issus de leur burn-out. Moi, je me suis arrêté juste à temps. La vie me l'a envoyé le message autrement. Ma femme, par contre, elle n'a pas eu cette chance. Elle a vraiment mangé un bon burn-out, tu vois. Mais typiquement, le burn-out et c'est là où c'est dingue. Tu sais, souvent, les gens disent il faut. Moi, ça m'a pété cette croyance-là. Dire ouais, il faut 2 ans, 3 ans pour se remettre d'un burn-out. Et en fait, c'est dingue. Nous, on a vu des gens switcher, hein, et on le voit régulièrement, des gens switcher le jour où vraiment ils comprennent que comment s'est passé le burn-out, tu vois, et que bah, pourquoi ils en sont arrivés là, vraiment, et pas juste rester dans le mental de bah ouais, j'ai subi, c'est parce que j'ai trop tiré sur la corde. Non, en fait, c'était un putain de message de la vie, tu vois, pour te dire, regarde, t'es pas à ta place, en fait. Et t'as été dans un truc, dans un schéma où ça t'a bouffé toute ton énergie jusqu'à temps que ton corps il se mette en warning, quoi, qui te dit maintenant stop. Ça fait quand même 3 ans que je t'envoie des messages pour te dire regarde, le matin, tu n'as pas envie d'y aller. Regarde, tu mets 10, comment on appelle ça, 10 snooze sur ton téléphone, le réveil le matin pour décaler l'heure du réveil. T'as C'est mal comme. au dos. Hein? T'as mal au dos. T'as mal au dos, t'arrives au boulot le matin, tu dis vivement vendredi. Tu vas passer de plus en plus de temps à la pause café. Tes collègues, enfin, je t'en envoie les messages, tu comprends toujours pas. Bouge pas, je vais t'en envoyer un autre. Tiens, je vais t'envoyer 3 grippes là, cette année-là. Ah, moi, ça a été un truc de ouf, hein. J'ai quitté mon taf en, je dis pas de conneries, avril 2019. Hmm. Avril 2019. Depuis avril 2019, avant, j'étais mais
tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps malade. Soit c'était à la grippe, soit c'était un rhume, soit c'était une rhino, soit c'était les gamins attrapaient des trucs, tu vois, à l'école ou quoi. Tu peux être sûr que on se faisait des matchs de tennis avec les gamins. Depuis 2019, je n'ai pas été malade une seule fois. Ça m'est arrivé d'avoir un peu le nez qui coule ou quoi. Tu vois, je prends un peu de spiruline ou un truc, pas de spiruline, de propolis ou quoi. En 24 heures, c'est réglé. C'est un truc de fou. Oui. C'est un truc de fou. Alors après, c'est vrai que depuis, j'ai aussi soigné un peu mon alimentation, tu vois, ça aide. Mais, mais justement, avant, j'aurais pas pu soigner mon alimentation parce que bah, j'étais dans la compulsion de, comme je me nourris pas quelque part, et bah, tu te mets à picoler, à manger mal, tu fais des barbecues et tout. Le week-end, c'est raclette. Parce que bah, du coup, comme tu n'es pas nourri dans ton boulot, spirituellement ou même intellectuellement, et bah, du coup, bah, tu vas te nourrir d'une autre façon et qui va être toxique en fait. On a besoin de nourriture sur plusieurs plans. Ça, je Bien pense que sûr. c'est un point très important parce que dans notre société, on n'en parle pas du tout. Il y a des nourritures qui ne sont pas des nourritures physiques. Nourriture intellectuelle, spirituelle, émotionnelle, relationnelle. Eh oui. Non, mais clairement. J'ai une question importante là. Euh, Comment faire face à des moments où l'envie de s'auto-détruire prend possession de soi? Par exemple, là, je vais donner un exemple. Quelqu'un qui a une espèce de colère, elle est en colère un peu contre les gens, elle se met vite en colère, elle en a marre en fait, elle en a marre de son taf, des gens autour, de ce qui se passe en ce moment, tu vois, un peu même avec le Covid et tout. Comment faire pour ne pas avoir recours à l'autodestruction, que ce soit par le stress, l'alcool, la cigarette, tous ces trucs-là, tu vois, quand on est si en Euh, colère. alors, elle est très vaste, hein, parce qu'il y a plein Ouais. de questions dans la question. Ouais. Euh, ce Comment ne pas que, céder à l'autodestruction quand on est en colère? Voilà. hmm, C'est un peu ça. alors, ce que je dirais déjà dans un premier temps, et c'est souvent ce qu'on dit sur les émotions, c'est qu'en fait, faut comprendre, une émotion, c'est très court, hein. Une émotion, c'est quelques secondes, hein. Enfin, c'est 112 millisecondes pour la montée et après la redescente, c'est quelques secondes. Souvent, ce qui fait qu'on va y rester, c'est ce qu'on appelle les schémas répétitifs, tu vois, qui fait que ça va auto-alimenter. Et plus on va rester dans cette émotion de colère, moi, par exemple, pendant des années, j'ai cru que j'étais colérique. Mm. Et comme les gens venaient me le dire, ça renforçait la croyance de t'es colérique. Mais personne n'est colérique. On va devenir ou sembler colérique parce qu'en fait, tu as tellement laissé de place à la colère, donc à l'émotion, que ça devient un trait de caractère. Et au bout d'un moment, bah, en fait, ouais, ça s'ancre en toi. Et tu es perçu comme colérique et ça devient une étiquette. Après, c'est une identité, en fait. Tu es quelqu'un, je suis colérique. Et alors qu'en fait, c'est juste une émotion qui n'est pas interprétée à la base. La première chose que je conseille de faire, moi, dans ces cas-là, souvent, c'est. Alors, ça paraît contre-intuitif, mais déjà, c'est d'aller remercier ça. Vraiment d'aller remercier, se rappeler que les émotions, peur, colère, toutes les émotions, sont vraiment à notre service. Elles sont là pour nous et pas contre nous. Si ça me met en colère, c'est qu'il y a quelque chose d'important pour moi qui n'est pas traité ou quelque chose que je perçois comme pas traité alors que c'est important pour moi. Et donc la première chose que je conseille de faire souvent, c'est déjà d'aller la remercier, cette colère, et d'aller dans. J'aime bien faire cet exercice, un peu la ramification des pourquoi, j'appelle ça, c'est pourquoi je me mets en colère à ce moment-là. Tu vas avoir une réponse qui va venir. Ok, pourquoi cette réponse? Et descendre plus profondément comme ça et d'aller vraiment chercher c'est quoi le message derrière. On ne se met pas en colère pour rien. Si on se met en colère, c'est qu'il y a quelque chose qu'on perçoit comme plus d'inconvénients que d'avantages à ce moment-là dans un truc important pour nous. Il y a un Donc changement, déjà, c'est d'aller. un changement à effectuer. Exactement. Donc, donc, moi, c'est pareil. Souvent aussi, c'est un truc que je conseille, c'est vraiment d'aller se rapproprier sa colère. Parce que la colère, on a vraiment cette facilité de dire il me met en colère, tu me mets en colère. Non, encore une fois, 1000 personnes qui vivent la même situation que moi à ce moment-là, il y en a que ça va faire rire, d'autres que ça va mettre plus en colère que moi, d'autres moins en colère, d'autres qui vont n'avoir rien à foutre. Donc vraiment, personne n'a le pouvoir de me mettre en colère en fait. Je perçois une situation qui me met en colère. Mm. Et donc déjà de changer son langage par rapport à ça, bah, ça nous donne du pouvoir, tu vois. Et le fait de dire, écoute, ça se voit souvent dans les couples, dire, oh, putain, il me fout en rogne ce mec et tout. Non, je suis en colère parce que, et juste le fait de changer cette façon de parler,
bah, ça nous fait reprendre du pouvoir et ça nous fait mettre de la conscience sur pourquoi je me suis mis en colère, tu vois. Et donc, moi, pour une personne qui est colérique, souvent, c'est ce que je lui conseille d'abord, accueille, remercie parce que tu prennes vraiment conscience que là, en fait, tu as un putain de message de ton corps pour te dire ce qui est important pour toi. Tu le vois peut-être pas encore, mais vraiment, si ça t'énerve autant, c'est que vraiment, il y a un truc qui n'est pas nourri. Deuxièmement, c'est d'aller s'approprier vraiment, ok? Euh, je me mets en colère. Personne n'a le pouvoir de me mettre en colère sur cette terre. Personne, personne, personne. Ça, faut vraiment le conscientiser. Et, euh, et après, d'aller chercher, bah, OK, qu'est-ce qui me met en colère? Et c'est pas forcément un travail qui va être instantané, hein. Ça demande du boulot d'aller, surtout quand tu es bloqué dans ce schéma-là depuis 40 ans ou 30 ans. Et, euh, et plutôt que d'aller dire, ah, faut que j'arrête de picoler, faut que j'arrête de manger, faut que j'arrête de fumer. En fait, tu pourras pas le faire parce que si tu le fais, c'est que ça compense quelque chose. Oui, c'est ça. Et donc, plutôt que d'aller essayer de soigner, éteindre un incendie qui va de toute façon continuer à être alimenté, autant aller chercher qu'est-ce que c'est qui fout le feu, en fait. Et souvent, les gens qui ont. Moi, typiquement, tu vois, j'ai perdu 25 kilos après avoir fait le travail sur moi, après avoir quitté mon taf. Je bouffais de la merde, je picolais comme et tout le temps. En fait, c'était des schémas classiques. Et j'arrêtais pas d'essayer de soigner ça, de dire je veux arrêter de picoler, je veux arrêter de manger. Mais non, j'y arrivais pas. C'était trop d'énergie par rapport à un truc qui me pompait déjà toute mon énergie. J'y arrivais pas. Ça Et te en fait, le permettait fait d'aller. de faire la balance, c'est ça? Ben, en fait, plutôt que d'aller éteindre l'incendie, d'aller comprendre qu'est-ce qui met le feu. Oui, mais ce que je veux Et dire, si j'arrive à couper le robinet, en fait, voilà. c'est le fait de bouffer qui faisait que tu pouvais tenir dans ton taf. C'est ça que tu veux dire? Ouais, notamment, en fait, c'était ces pics de dopamine, ces pics de plaisir que je pouvais avoir. Ah, l'apéro avec les copains, ah, une bonne bouffe, ah, je me pose le cul, ah, je pense à rien. C'était ces pics-là, en fait, qui venaient compenser le fait de, bah, je bouffe toute mon énergie dans mon taf, en fait. Mais si je vais couper le problème à la racine et que je vais arrêter de faire un truc qui me bouffe de l'énergie, que je vais faire un truc qui m'en donne, mais j'ai plus besoin après le week-end d'aller manger de la merde ou picoler pour compenser ça. Pas besoin. Typiquement, quand j'ai perdu du poids, euh, je culpabilisais de ne pas aller faire du sport. Ah, mais je comprends pas, tout le monde fait du sport et moi, j'y arrive pas et j'ai pas envie, machin, et rien. T'as pas envie. Donc, si je me force à aller faire un truc que j'ai pas envie, ben, en fait, je vais recréer le problème. Ouais. Donc, plutôt que d'aller faire ce que j'ai pas envie, ben, je me suis dit, bon, bah, ok, comment je peux faire autrement? Ben, j'ai commencé à soigner mon alimentation, manger mieux, mettre de la conscience sur certains trucs, faire dire, merde, qu'est-ce qui t'excite, Julien? C'est d'investiguer, d'aller chercher, d'aller trouver des réponses. Et ben, j'ai utilisé ça pour, ok, quand je mange, oh, ce truc-là, ça me cale, ah, ça me donne de l'énergie. Ah, mais ça, je dors mieux et tout. En fait, j'ai commencé à jouer avec ça. Ouais, parce qu'il y a Et 4000 le fait façons de ça, perdre du poids, en fait. comment? Il y a 4000 façons de perdre du poids. Il faut juste trouver celle Mais oui, qui nous convient. les gens me disent souvent, comment tu as perdu 25 kilos en moins d'un an? Mais tu le sais très bien comment j'ai perdu 25 kilos en moins d'un an. Tu le sais, les réponses. Va sur YouTube, tu vas trouver 1000 façons, 1000 solutions. Tu sais où trouver l'information. Ne te demande pas comment j'ai fait, demande quoi, pourquoi tu veux le faire en fait. Mhm. Parce que si tu sais pas pourquoi tu veux perdre 25 kilos, bah, tu n'appliqueras pas le comment. Tu n'as aucune raison de le faire. Tu n'as pas envie. Ouais. Et- Bah, c'est souvent ce que je dis tu vois, à mes clients, c'est OK, eh ben, une fois que tu auras perdu tes 25 kilos, qu'est-ce que tu vas en faire, tu vois? Hmm. Qu'est-ce que tu vas faire de cette nouvelle liberté? Et puis souvent, ils me disent, bah, je sais pas. Ben, Ah c'est bah, ça. t'as compris pourquoi tu pouvais pas les perdre, alors du coup. Là, tu vois, je te dis, le fait d'avoir arrêté, marrant, hein, c'est le fait d'avoir été mis de la conscience sur, ok, bah, en fait, rien à branler du sport, j'assume. Du coup, je mangeais mieux, j'avais Mhm. un pic d'énergie. Et en fait, au bout d'un moment, c'est moi qui avais envie de. J'avais tellement d'énergie, c'est moi qui avais envie d'aller faire du sport, une balade en vélo, aller à la piscine ou quoi. Mais plutôt que d'essayer d'aller faire un truc que je n'aimais pas, je dit non, je suis allé faire un truc que j'aime. Et ça me donnait de l'énergie. Et du coup, je pouvais faire d'autres choses derrière. Et pour revenir à cette notion de colère, vraiment, faut pas aller essayer de soigner un mensonge, mais vraiment essayer d'aller couper le robinet à la base. C'est OK, qu'est-ce qui me met vraiment en colère? Qu'est-ce qui me met vraiment en colère? Et insister. Souvent, les gens ils vont dire, ouais, bah, je sais pas. Ouais, bah, je vois pas. OK. Est-ce que en te disant je sais pas et je vois pas, ça t'aide à te rapprocher de ton objectif? Comment tu pourrais voir du coup? Est-ce que c'est en allant voir quelqu'un, peut-être? En allant voir un coach, en allant voir une thérapeute, en allant en parler avec des amis,
Mais Moi, comme j'adore cette citation d'Einstein qui dit c'est compliqué de soigner un problème sur le même niveau de conscience que celui qui l'a engendré, mais c'est vraiment ça en fait. Si je reste avec mes compétences, avec mon entourage, avec la situation telle qu'elle est, et que j'essaye de comprendre mes colères avec cette situation-là, j'y arriverai pas en fait. Parce que si j'avais su le faire, je l'aurais fait depuis longtemps. faut sortir du problème. Exactement. C'est ce qu'on appelle prendre du recul. Ouais, prendre du recul, prendre de la hauteur. La pyramide de Diels, tu sais, les différents niveaux logiques, tu vois, de dire, OK, bah, peut-être qu'il faut que je change d'entourage, que j'aille demander à quelqu'un de plus compétent là-dessus. Peut-être qu'il faut que je change une compétence. Par exemple, le fait d'aller. Comment on fait pour mettre de la conscience sur les choses? Bah, peut-être que le fait de me poser tous les jours, commencer, ou après chaque colère, de me dire, changer la séquence aussi, tu vois, de dire, au lieu de, je sens que je me mets en colère, ça me met en colère, au lieu de rester dans ma colère, ok, je préfère qu'on en parle plus tard parce que là, je vais être émotionnel, je vais dire des conneries. Je préfère aller marcher, respirer et faire le vide sur, putain, qu'est-ce qui vient de se jouer en moi? Je casse la séquence, je change quelque chose de différent. Il y a plein de façons de le faire, mais effectivement, si tu restes dans le schéma actuel, bah ouais, tu n'y arriveras pas en fait. C'est pour ça, tu vois, que je pense que c'est important, par exemple, quand on a un burn-out, d'accepter les arrêts maladie, parce qu'il y en a beaucoup qui ne les acceptent pas, ils n'acceptent pas de faire une pause, parce que vous sortez de cet environnement trop challengeant, peut-être trop toxique, peu importe, mais vous sortez du problème. Et du coup, vous pouvez faire le point et voir qu'est-ce que c'est la vie sans ce problème. Je le conseille aussi pour les personnes qui sont dans des relations où elles sont en méfiance, où elles ne sont pas très sûres. Vous avez le droit de faire un break et de vous dire pendant un mois, j'aimerais voir où j'en suis, faire le point sur la relation, que ce soit avec un ami ou que ce soit une relation amoureuse. Et, et prendre des vacances ou aller faire une retraite, je ne sais pas où, en Inde, mais, mais oser effectivement revenir à soi et revenir se centrer. Ouais, c'est ce que Ouais, et moi, j'aime bien dire souvent, c'est. Alors, moi, je suis très cash, hein, que ce soit dans les 900, hein, tu me connais un peu, 900 ou autre. C'est vrai que je vais pas prendre souvent 50 chemins pour dire les choses. Et des fois, je choque un peu, mais volontairement, justement, pour que ça marque. Et tu vois, il y a une personne, autrefois, dans les 900 qui était un peu là-dessus. Je veux pas prendre soin de moi, je veux pas, machin, ceci, cela. Et en mode, non, mais je peux pas laisser mes collègues de boulot, je peux pas, ceci, cela et tout. Ok. Et du coup, bah, j'aime bien faire de l'aïkido dans ces cas-là. C'est plutôt que d'aller en résistance contre elle et dire, ouais, mais non, il faut que tu prennes soin de toi, machin, cela, bah, c'est de rentrer dans son jeu et dire, bah, en fait, quand on y pense, t'es une putain d'égoïste, en fait. Elle me dit, bah, comment tu peux dire ça et tout? Bah, si, tu penses qu'à ta gueule, en fait. Elle me dit, quoi? Ah non, attends, justement, je pense aux autres, à mes collègues, j'ai pas envie de les planter. Je fais, non, 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 regarde bien, là, on parle de deux personnes. Mais en vrai, là, à continuer dans ce schéma-là, tu es en train de t'autodétruire. La relation avec tes enfants, elle est pourrie. Tu me dis qu'avec ton mari, c'est chaud. Là, tous les gens que tu pourrais aider à prendre soin d'eux en les inspirant, tu n'en as rien à branler. En fait, tout ce que tu penses là, c'est qu'est-ce qu'on pense de moi. Je veux pas paraître pour quelqu'un qui lâche ses collègues. Mais en fait, tu penses vraiment qu'à ta gueule dans ces cas-là. Et tu sais, elle a une vraie prise de conscience de dire, mais en fait, ouais, si je sors du moi, qu'est-ce qu'on pense de moi, et que je pense à en quoi le fait d'aller mettre cet arrêt maladie ou prendre soin de moi, bah, ça prend soin des autres, bah, ça a pris tout son sens, tu vois. Elle ne voyait pas ça. Et, tu mets le point et, sur un déséquilibre à ce moment-là. C'est super fort. exactement, et de prendre de la hauteur, en fait. Vraiment prendre de la hauteur. Qu'est-ce que je ne vois pas quand je fais ça, en fait? En quoi je desserre les autres, en quoi je desserre mes enfants, en quoi je desserre ma famille, en quoi je desserre les gens que je crois servir, qui sont mes collègues, en quoi je les desserre de faire ça. Bah, peut-être qu'il y a un de tes collègues qui a encore plus besoin que toi de prendre soin de toi et qui, le fait de te voir faire ça, va se l'autoriser. Peut-être que tu vas lui sauver la vie, mais que tu ne le vois pas. Ah ouais, je n'avais pas vu ça. Bah ouais. Ah ouais, maintenant que tu me dis ça, je pense à machine. C'est vrai que ça lui ferait du bien un arrêt maladie aussi. Bah ouais. Et bah, prends ton arrêt maladie alors. Mais nos Et clients, ils nous montrent où ils ont besoin d'aller, hein. Et des fois, c'est bizarre. On est obligé de. Tu vois, moi, ça m'est arrivé aussi de valider des trucs. Tu vois, quelqu'un qui veut se foutre en l'air et tu dis, OK, pourquoi c'est important de se foutre en l'air? Allons explorer ça, tu vois. Et derrière, il se cache quoi? Il se cache, bah, j'ai envie d'une vie extraordinaire. Et en fait, c'est quelqu'un qui a tellement envie de vivre qu'elle est prête à se foutre en l'air. Et ça, c'est c'est trop ça. fort.
Ah, mais le paradoxe, c'est c'est ce qu'on retrouve. C'est ce qu'on retrouve, tu sais, chez beaucoup de stars, hein. Genre, Oui. là, nous, on a entre acteurs, chanteurs, on a de plus en plus de gens de ce milieu-là. Et, c'est un milieu que je connais bien parce que j'y ai travaillé longtemps avant. Et typiquement, l'exemple de Robbie Williams, tu vois. Oui. Robbie Williams, qui était l'homme qui faisait le plus rire les gens, qui était adoré de tous et tout. Et en fait, qui mettait tellement de valeur là-dessus qu'il s'en oubliait et qu'il en est devenu malheureux au point de se foutre en l'air. C'était devenu trop inconfortable pour lui parce qu'il a pas réussi, le pauvre, à faire ce rééquilibrage Ben, de peut-être qu'il y a des moments où je suis pas obligé de faire rire, je suis pas obligé d'être heureux, je suis pas obligé d'apporter du bonheur. Peut-être que et il y a eu d'autres choses qui ont joué là-dessus, mais c'est quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup de gens, de voir que le côté fantasme et de pas voir le prix à payer de ça en fait. il y a quelque chose que je fais faire souvent à mes clients, c'est pour trouver leur contribution au monde, je leur demande qu'est-ce qui leur a le plus manqué, tu vois, dans la vie. Et bien souvent, comment dire, ils donnent aux autres ce qu'ils aimeraient recevoir. Et ça me fait penser à ça quand tu parles de Robbie Williams. Il aurait bien aimé que quelqu'un le fasse rire, à mon avis, ce monsieur. Bien sûr. Mais vu son level d'humour, ça devait être compliqué de trouver quelqu'un comme ça. Voilà, on donne de la chaleur humaine et quelque part, on peut, au bout d'un moment, atteindre le sacrifice dans sa mauvaise version du mot, c'est-à-dire qu'on oublie le sacré. Euh, et là, on s'oublie soi. C'est un moment, tu veux donner de la chaleur humaine. Et toi, est-ce que tu vis la chaleur humaine? Est-ce que tu te la donnes? Est-ce que quelqu'un t'en donne aussi? Voilà. Mais ça, c'est top ce que tu dis. Typiquement, bah, tu sais, te rappelles, on a travaillé beaucoup sur le sujet du couple avant avec mon épouse. Et c'est comme ça on s'était connus d'ailleurs à l'époque chez Vanac. Oui. Et, et tu vois, c'est un truc qu'on retrouve chez énormément de couples. Les gens aiment l'autre de la façon dont ils aimeraient être aimés. Et après, ils vont reprocher à l'autre. Tu vas avoir par exemple, des gens qui vont dire, il me dit jamais je t'aime. Et l'autre en face, il dit putain, mais franchement, mais quelle ingrate, sérieusement, je lui fais des cadeaux, je l'emmène en voyage, je rentre plus tôt du boulot et tout. Et ok, mais il se rend pas compte à ce moment-là que cette personne n'a tellement jamais entendu je t'aime dans sa vie que c'est son langage de communication, son langage de l'amour. Pour ceux que ça intéresse, ce sujet-là, allez lire le livre de Gary Chapman, Les 5 langages de l'amour, exceptionnel. Ouais. Et vraiment, on aime les autres dans la façon dont on aimerait être aimé. Et le jour où on commence à comprendre ça, à dire, OK, qu'est-ce qui me reproche tout le temps? Ouais, c'est de quand je rentre, de ne pas mettre ma veste sur le porte-manteau. Ok, en fait, lui, son langage de l'amour, c'est les petits gestes du quotidien, des petits trucs. Et putain, mais jusque-là, j'arrêtais pas de la prendre dans mes bras et de lui dire je t'aime, et elle ne se rend pas compte que je l'aime. Ben ouais, c'est pas son langage de l'amour, en fait. Et toi, tu as tellement manqué de ça que du coup, tu as envie de recevoir ça. Mais comment l'autre, il peut le deviner? Et le jour où tu commences à comprendre ça, vraiment, ce que tu dis, c'est hyper important. C'est OK, le jour où je comprends comment on peut m'aimer, je peux l'expliquer aux autres. Et du coup, moi-même, je peux aussi apprendre à aimer les autres. Et, ça, ça a été une grosse différence dans ma vie, hein, et dans mon couple aussi, hein, vraiment. Dire, OK, je ne peux pas demander aux autres d'être dans ma tête, en fait. Parce que même moi, en fait, moi, c'est une question que j'adore, hein, ça, vraiment. Quand les gens disent sur le couple ou quand c'est sur enfin, le couple ou un problème de relation, OK, explique-moi. Du coup, comment je fais pour t'aimer? Bah, c'est-à-dire, bah, juste explique-moi comment je fais. Là, si je voulais tomber amoureux de toi ou que tu voulais vraiment te sentir aimé par moi, comment je dois faire? Et la personne est tellement pas habituée à le faire elle avec elle-même, mais elle l'exige des autres. C'est là qu'on remet les clés aux autres. Exactement. À partir du moment où si toi tu sais comment t'aimer et que tu sais t'alimenter là-dessus, tu l'exigeras plus des autres en fait. T'en as plus besoin. Mm. Tu sais prendre du temps pour toi. Tu sais t'autoriser à prendre du temps pour toi, à prendre soin de toi. T'exigeras plus à ton mari qui te lâche, qui te laisse du temps pour toi et tu l'attendras plus des autres parce que tu sais le faire. Et donc du coup, ta relation va franchir un autre step en fait. Et donc c'est ouais, merci d'avoir relevé ça parce que c'est vraiment un point hyper important, hein. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Didier? Ah, il est content. Et en vrai, et Didier, il a rien pour lui, hein, quand même. Je trouve qu'il fait un peu actrice porno, tu sais. Tu peux l'approcher de l'écran pour qu'on le voit bien.
Il est dégueu. Hein. Ah, ça va, gueule pas. Je suis un peu schizo, moi, avec ce truc-là. Ah, t'arrives même à refaire le bruit. T'as entendu? T'as fait le bruit. Je me suis dit, j'espère qu'elle ne l'a pas entendu et raté. Excellent. Ah, super. Excellent. Je te propose un truc, Julien, ce serait de faire comme un mot de la fin, tu vois. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens qui ont vu cette vidéo, qu'est-ce que tu aimerais qu'ils puissent retenir? Quel est le message le plus important que tu aimerais transmettre là? Voilà. Si je devais. Alors, c'est pas tant une synthèse, mais ouais, si pour moi, tu dois retenir un message de ce qu'on s'est dit aujourd'hui, c'est que peu importe ce qui se passe, la vie t'aime. La vie t'aime comme une maman. Et, euh, et tout ce qu'elle met en place sur ton chemin, tout ce qui t'arrive, même si c'est douloureux, c'est vraiment à ton service. Et c'est un choix en fait. Soit tu décides de voir ça comme quelque chose que tu subis, soit tu décides de vraiment le mettre à ton service et tu as confiance dans cette vie. Je rigole souvent là-dessus, hein, je dis que on est le spermatozoïde. Faut pas oublier, on est quand même le spermatozoïde gagnant, quoi. Sur des centaines de millions de probabilités, c'est nous qui avons gagné. On n'est pas arrivé sur Terre, peut-être pas par hasard, et donc on n'est pas arrivé sur Terre pour souffrir. Malheureusement, il y a des gens qui souffrent, mais il y a dans les gens qui souffrent, est-ce qu'il y a des gens qui vivent des atrocités et qui arrivent à s'en relever et qui arrivent à avoir de l'amour pour ces atrocités? La réponse est oui. Donc, si eux y arrivent, pourquoi nous, on n'y arriverait pas? Donc, vraiment avoir confiance que la vie est comme une maman avec nous. Elle nous amène les douleurs et les challenges dont on a besoin pour être la meilleure version de nous-mêmes. Ce serait ça, mon petit mot de la fin. C'est un beau message d'espoir. Ben, tant mieux. En tout cas, je te remercie beaucoup. J'ai passé un super moment, Diane. Il y en a du contenu. Il y en a beaucoup de choses très précieuses dans ce que tu as partagé. Ben, tant mieux. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Julien, pour les personnes qui aimeraient en savoir plus sur les neuf sens et te contacter, par exemple? Alors, je centralise tout maintenant là, sur le site internet www.julienridoire.fr. D'ailleurs, Je je me mettrai rends tout compte que ça. dans la vidéo, non, attends. Ah ouais, non, c'est bon. Parce qu'en fait, j'ai les deux écrans vidéo et j'ai eu peur qu'il y ait marqué Katharina Ridoire en dessous. Et non, c'est bon, toi, tu as la bonne vidéo parce que j'ai plusieurs flux. Donc, non, sur www.julienridoire.fr, au pire, on le marquera sous l'interview. C'est là où il y aura les prises de contact et il va y avoir un site 9 sens, mais qui sera aussi redirigé. Redirigé depuis le site julienridoire.fr. Donc, après, on est voilà, sur Facebook, Instagram, un peu partout. Et, euh, et d'ailleurs, allez vous abonner à la page Instagram des 9 Sens parce que vraiment, je mets énormément de valeur sur cette page, non seulement dans le contenu qu'on y partage, mais je l'ai confié à une graphiste de renom que j'adore et elle m'a fait un gros kiff. Elle m'a fait un. J'en ai marre des fils Instagram, tu vois, où c'est toujours la même chose ou quoi. Moi, je voulais qu'elle me fasse une œuvre d'art, quoi. Et elle m'a fait Et des un, belles couleurs dans ta com, j'aime beaucoup. ah non, mais là, le nouveau là, qui est en train de sortir là, à partir d'aujourd'hui, je suis tellement heureux, franchement. Et c'est beau, c'est visuel, il y a du contenu. Enfin, elle et Andrea, qui s'occupent du compte Instagram, elles ont bossé comme des malades pour apporter de la valeur aux gens. Donc vraiment, allez vous abonner à ce compte, les 9 Sens, tout simplement. Et je pense que vous ne serez pas déçus. Et je les remercie encore du travail qu'elles ont fait parce que c'est dingue. Eh ben moi, je te remercie énormément, Julien, parce que ça a été un plaisir de te revoir, ça faisait longtemps, et d'avoir ton point de vue sur toutes ces questions qui sont essentielles hein, pour beaucoup de personnes. Leur vie va dépendre de certaines de tes réponses parfois. Tu vois, ça crée des déclics, donc c'est très très fort, c'est très puissant. Et bah, tant mieux. Et déjà, tu sais, si ces personnes elles sont en train de regarder l'interview ou elles l'ont regardé, c'est qu'elles ont déjà fait 80% du boulot pour moi. Elles ont déjà eu la prise de conscience de OK, je vois que j'étais dans un schéma qui ne marche pas. Je vais aller voir des solutions, des gens qui ont soit transformé ça et tout. Donc, déjà, si vous regardez cette interview et que vous êtes encore avec nous, vous pouvez vous remercier de ce cadeau que vous venez de vous faire. Ou même si vous n'avez rien appris dans cette interview, vous avez déjà, et j'en doute, posé l'intention d'aller apprendre des choses pour vous. Donc, bravo. Vous avez déjà développé la première qualité vers le bonheur qui est l'humilité.
Exactement. La remise en question, l'humilité. Donc, bravo. Ok. Bon, et ben, je te Merci, remercie. Diane. Et je vous Tu feras un bisou à Happy. Chapi. Oui, Happy, pardon. je lui ferai un bisou. Vous retrouverez toutes les informations pour contacter Julien ou pour me contacter moi. Pardon, pourquoi loin? Je ne sais pas. Ou pour me contacter moi. Euh, Non, prêt. pour le programme Cœur de Panthère, qui sont 2 mois d'accompagnement pour développer son intuition, se reconnecter à sa mission de vie, développer ses dons spirituels. Voilà, donc toutes les infos seront dans la description et on se voit pour une prochaine interview avec un invité du cœur. Salut!